Bonjour Julie, bonjour à tous et bienvenue pour ce 45e épisode d'Arrêt Caméra. Bonjour Morgane, bonjour à tous. J'ai beau te voir tous les jours Morgane, mais le podcast, j'admets que ça faisait un bail. Est-ce que ça t'a manqué ? Complètement. En fait, je crois que la fin d'année dernière, on était un peu en mode on sature, on en avait marre de parler des films qu'on n'aimait pas forcément, où ça nous disait trop rien en fait d'en parler. Et voilà, là, il y a le temps, 2 mois qui sont passés, peut-être un peu plus, même 2 mois et demi. Et finalement, on a vu quelques films de 2025 et on s'est dit pourquoi pas faire On avait déjà prévu de faire un dernier ultime épisode, mais visiblement, ce sera peut-être pas le dernier ultime là. Mais voilà, on a voulu parler de certains films qu'on a vus et quoi de mieux que ce podcast en fait. En fait, moi, Morgane, ça me fait penser, à la chaîne YouTube, je sais plus comment il s'appelle, mais du gamin qui dit « j'arrête, je reviens », en fait, j'arrête pas, et puis je reviens. Oui, le mème sur... oui. Non, mais c'est ça, on est devenu un mème. Bon, quoi qu'il en soit, effectivement, ça fait un peu « on s'en va, on revient », mais là où je te rejoins, en fait, Morgane, c'est que, comme toi, je pense, j'ai été grillée par notamment... la fréquence et la récurrence à laquelle on faisait Arrêt Caméra. Et c'est pas tant d'en avoir fait aussi tous les 15 jours, mais le problème, c'est qu'il y a des périodes... En fait, c'est devenu un peu bizarre. Enfin, je devrais terminer mes phrases, mais je vais la refaire dans l'ordre. Tout le monde va être désespéré en m'écoutant. Mais en fait, Morgane, ce qui, à mon niveau, est devenu un peu bizarre, c'est que je trouve que le cinéma, c'est comme fragmenté en termes de sortie. C'est-à-dire qu'il y a des mois où il n'y a, entre guillemets, rien, parce qu'il n'y a jamais rien chaque semaine, mais il y a moins de choses. Et il y a des périodes où il y en a énormément. Concrètement, sur une année, début janvier, on a ce qui commence à sortir de la Mostra de Venise. Avant Cannes, pendant 2-3 mois, c'est souvent le vide, sauf s'il y a un blockbuster qui a été calé par là. Début Cannes et un peu après Cannes, il y a les films de Cannes qui sortent pas de suite, donc c'est potentiellement encore un peu vide. Été, blockbuster, des films à réessayer qui en profitent pour se caler, ça se remplit. Puis ça se tasse éventuellement un peu août. Et alors septembre, octobre, novembre, c'est la cata. Il y a toujours 4-5 films par semaine qu'on a envie de voir. Puis décembre, il commence à y avoir les films qu'on avait envie de voir, qu'on n'a pas eu envie de voir, et les films de Noël. Tout ça pour dire que l'automne, c'est toujours, je considère, une des pires périodes en matière de cinéma. Dans le sens où il y a beaucoup trop de choses qu'on a envie de voir. Mais début de l'année, il y a toujours 3-4 mois de flottement. Et je pense, Morgane, c'est ça qui nous a un peu grillés. C'est qu'on s'est forcé à plusieurs reprises, enfin moi je le reconnais en toute transparence, à faire des épisodes alors qu'on était dans des espèces de traversées du désert en matière de sortie. Ouais, je te rejoins Julie. En fait, c'est qu'il y a un côté... le cinéma a ses saisons aussi, comme tu viens de l'expliquer. Bien sûr. Et moi, je trouve c'est surtout que d'habitude, à partir de, comme tu le dis, de septembre, octobre, il y a le calendrier qui se remplit avec tous les films de Cannes. Mais en fait, cette année, les films de Cannes, nous ont un peu ennuyés. Il n'y avait pas grand-chose qui nous a vraiment... La sélection 2024, elle n'était pas folle. Ouais, voilà. Et à part éventuellement les films de la quinzaine et quelques débuts de films de Venise qui sont sortis un peu en avance, parce qu'effectivement, ça sort souvent à partir de janvier-février, parce que c'est des films qui se retrouvent souvent aux Oscars, donc c'est pile à ce moment-là que ça débarque en France. Mais voilà, c'était une période de creux, et d'habitude, c'est pas forcément le creux, et du coup, on a fait des épisodes où on a parlé de films qui nous ont pas forcément plu, ou alors certains qu'on a évité de voir parce qu'on n'aime pas forcément les cinéastes. Je pense au cinéma de Hazanavicius, L'amour ouf, tout ça on les a pas vus, alors que c'était des films qui étaient en compétition à Cannes, mais on voulait pas forcément les voir parce que c'est pas des auteurs qui nous intéressent. Et du coup, on a fait l'impasse sur certains films, et du coup, à côté, en parallèle, on a parlé de films qu'on est allé voir, qu'on n'a pas aimé, certains qu'on a aimé, mais ouais, c'était une période un peu particulière. Mais 2025 a visiblement bien commencé, on en parlera juste après, mais voilà, ça nous a donné en tout cas envie de revenir avec le podcast. Allez, c'est parti pour un laïus début de l'année 2025.
2025 a démarré sur les chapeaux de roue avec Almodovar et son Lion d'or, des films d'horreur en veux-tu en voilà, et des blockbusters américains aux abonnés absents. À l'heure actuelle, c'est surtout The Brutalist qui fait parler, on l'aborde en long et en large plus tard dans l'émission, mais on n'est quand même pas en reste à côté. Morgane, après 2 mois de cinéma, pour l'instant, c'est quoi ton opinion à propos de 2025 ? Je l'ai un peu teasé juste avant, Julie, mais effectivement, je regarde ma liste Letterboxd parce que tu sais très bien que... Parce qu'on est moderne, comme la Gen Z, on est sur Letterboxd. Ouais, puis exactement. Et du coup, on fait une liste au fur et à mesure. C'est peut-être plus simple pour nous se rappeler des films qu'on a vus et du coup faire un classement qui se fait de manière croissante au fur et à mesure de l'année. Et je regarde et il y a déjà 16 films qu'on a vus et il me semble que le top 7, 8 est vraiment pas mauvais. Après, le tien sera différent du mien, évidemment, mais voilà, je pense que pour un mois et 23 jours de 2025, c'est plutôt positif. Effectivement, il y en a pas mal qui sont bien. Alors, juste pour mentionner en 2-3 mots ceux dont on n'a pas forcément parlé, je parle pas de nous, Morgane, mais de manière générale. Moi, je voulais vite fait mentionner Oddity, qui n'est pas sorti directement au cinéma, mais qui est sorti sur Internet, sur une plateforme. Alors, c'est la fameuse plateforme d'horreur Insomnia. Insomnia, ouais. Tu peux le dire à la française, je pense que c'est français, donc... Un drôle de produit, c'est-à-dire, moi, je l'ai découvert, Morgane, Insomnia, comme service VOD, de streaming, parce que tu m'en as parlé, mais personne n'en a parlé. Et donc, il y a des films qui ont gagné, notamment à Gérardmer, et celui-ci, Oddity, qui était aussi au festival de Gérardmer, qui sont tombés directement dessus. Et voilà, je veux dire, ils sont visibles légalement en payant un abonnement sur Insomnia, mais bon, personne n'a dit 2 mots dessus, en fait. Ouais, en fait, c'est une plateforme assez confidentielle, mais qui est disponible, je crois, soit via un abonnement Canal+, Free, mais aussi Amazon, il me semble. Prime Video. Et du coup, je crois que ça doit coûter 2-3 € en plus par mois. Ils ont pas un catalogue énorme, mais là ils ont frappé un gros coup, on va dire, pour ce qui est au niveau de l'horreur en tout cas. Ils ont chopé donc effectivement Oddity et In a Violent Nature, 2 films qui étaient à Gérardmer, mais surtout 2 films qui sont produits par la plateforme Shudder aux États-Unis, qui est une plateforme dédiée au cinéma d'horreur. En France, l'équivalent c'est Shadows, mais ils ne produisent pas des films d'horreur pour le moment en tout cas. Oui, ils sont plus sur la plateforme que eux, ils mettent de l'argent pour que ces films se fassent. Oui, voilà, ils éditent comme n'importe quelle plateforme lambda, on va dire. Ils n'ont pas des originals comme. Alors, ils en ont parce qu'ils achètent des droits pour des films, mais ils n'ont pas des originals pur jus de la maison. Shudder le fait déjà depuis quelques années. Il y avait eu When Evil Lurks, mais qui avait le droit à une sortie en salle. Et ces deux-là, donc on en a cité, ils sont sortis directement sur Insomnia le 1er février. Et ils sont vachement bien. Je les conseille. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment 2 films d'horreur de qualité. Ouais, je te coupe vite fait, Morgane. Moi, j'ai pas vu. Alors, c'est pas Oddity. L'autre, rappelle-moi le titre. In a Violent Nature. Merci. In a Violent Nature, je l'ai pas vu parce que bon, je suis encore un petit peu fragile et je n'ai pas osé le voir. Mais en 2 mots, c'est un slasher. Oui, c'est un slasher. Mais du coup, oui, je ne l'ai pas vu parce qu'en fait, c'est à cheval entre ce que peut montrer visuellement un film comme Terrifier, mais sans le côté comique, puisque en fait, le ton n'est pas le même, c'est beaucoup plus énervé, on va dire, In a Violent Nature, mais les morts sont très graphiques. Et un côté aussi, ça va vous surprendre, slow cinéma, la Gus Van Sant, je pense notamment à Jerry, parce que le film en fait est du point de vue du tueur. Et il y a un côté contemplatif dedans. C'est ça, et on suit le tueur qui marche. En fait, c'est tout ce qui est hors champ dans les slashers habituels, et là on le suit de manière directe, frontale, le tueur qui se balade dans la forêt et qui tue une personne toutes les 10 minutes. Entre-temps, on a des plans sur la forêt, on a des informations qui nous sont délivrées, parce qu'en fait tout est du point de vue du tueur, donc en fait quand il s'approche de ses victimes ou de ses potentielles futures victimes, il entend des bribes de dialogue et c'est là qu'on a des informations en fait c'est ce qu'on aurait normalement principalement devant un slasher classique, mais là on l'a que de manière par parcimonie. Donc non, franchement une proposition intéressante. Et Oddity, lui, c'est plus style film british à la Hammer, film de maison hantée. Voilà, pour moi c'est un peu le genre de film anglais à l'ancienne. En fait, pour moi, Oddity, c'est un noir. peu... Pardon ? Peur du noir, quoi. Oui. Non, mais pour moi, Oddity, et je parlerai après de présence de Soderbergh, parce que je trouve que les films sont un peu liés. Bon lien. Non, mais c'est vrai, c'est que pour moi, que ce soit Oddity et du coup, présence de Soderbergh, Oddity, je me rappelle plus du réalisateur. Damien Damien McCarthy, effectivement.
Merci Morgane. Mais bref, donc Oddity et Présence, en fait, pour moi, sont liés parce que j'y vois dedans une espèce, côté horreur, une espèce de revival du roman anglo-saxon. Gothique. Voilà, gothique du 19e siècle. Enfin, pour moi, ça fait appel à toutes ces références-là qui ont été bien évidemment digérées et modernisées. Mais voilà, j'aime beaucoup ça. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, encore une fois, le roman gothique, les histoires un peu de fantômes avec trois fronts. De sorcellerie aussi un peu, surtout dans Oddity. Complètement. Et c'est des choses qui ont été un peu vues et revues, mais je trouve qu'il y a un côté assez rafraîchissant dans les deux, que ce soit via la mise en scène, que ce soit aussi dans la gestion de la peur, qu'elle soit quasi absente dans Présence, en tout cas pas au sens du jumpscare, mais on a plus peur pour ce qui peut arriver pour les personnages, ou dans Oddity, que ce soit via l'étrange, je veux dire, avec des objets qui sont statiques dans le film, et dont on se demande comment ils sont censés réagir. Qui fait peur. Mais voilà, pour moi, les deux, ça s'adresse vraiment à des fans de littérature, et ça me fait plaisir, en fait, de voir cette horreur-là revenir sur le devant de la scène, parce que j'avoue que de mon côté, c'est pas que j'aime pas les slashers, mais je suis moins sensible, tu t'en doutes Morgane, et je l'ai dit des tas de fois, je suis moins sensible au gore, c'est pas quelque chose qui me plaît énormément, je suis pas spécialement sensible aux jumpscares, d'ailleurs j'ai horreur des jumpscares, c'est pas quelque chose que j'aime. Donc voilà, des films d'horreur qui jouent sur des mécaniques qui encore une fois ont été éprouvées à travers la littérature et qui construisent une sorte d'univers qui parfois embraye un peu sur le merveilleux, sur l'inconnu, sur le paranormal. Ça me plaît énormément et ouais, je sais que c'est des films que j'aurais aimé regarder en étant adolescente et en lisant des romans un peu fantastico-horrifiques. Ouais, puis moi, la Présence, je l'ai moins aimé, mais c'est vrai que je reconnais du moins le côté un peu je veux changer la forme de Soderbergh, c'est-à-dire qu'il a fait un film du point de vue, c'est marrant parce qu'on parle de point de vue encore comme pour In a Violent Nature, mais là c'est aussi du point de vue du fantôme, en fait, de la présence du film, et tout est tourné sur plusieurs plans séquences. Alors moi j'ai moins accroché parce que j'aime pas trop le montage du film, déjà, qui je trouve un peu le manque de rythme. Et finalement, que l'histoire est assez classique, et même s'il y a une volonté du cinéaste de faire aussi un truc un peu plus moderne, notamment sur le consentement chez les jeunes et les adolescents, parce qu'on suit une histoire d'une adolescente notamment. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux dans son film. Mais à côté, ça m'a vraiment passionné. Mais après, je reconnais que Soderbergh a voulu un peu proposer une nouvelle façon de faire du cinéma d'angoisse. Alors en dehors du cinéma d'horreur, il y a eu... côté art et essai, Morgane, j'allais te lancer sur deux affiches où le verre est omniprésent. Le film de Hong Sang-soo avec Isabelle Huppert et Cette promenade avec Mark Brown. Ouais, alors c'est deux films... qui n'ont rien à voir. Ouais, qui font partie de mes films préférés de l'année déjà. Je crois qu'il doit faire... C'est vrai les deux ? Top 3, top 4. Oui, en même temps, je sais pas pourquoi je pose la question sur Hong Sang-soo, parce que est-ce qu'il y a une année depuis environ 5-6 ans où il n'y a pas un film de Hong Sang-soo dans ton top 10, Morgane? Non, aucune année, mais je veux dire, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien, parce que j'avais moins aimé le précédent avec Huppert, la caméra de Claire, pardon, qu'il avait tourné à Cannes, et là, Isabelle Huppert est revenue en Corée, donc à Séoul. Et le film est bien, en fait, parce qu'il déjoue un peu les attentes de ce qu'on pourrait attendre d'un film de Hong Sang-soo avec Isabelle Huppert, parce que c'est le troisième. Alors il y a toujours ce côté un peu ovni de Isabelle Huppert en Corée du Sud. Oui, ça c'est omniprésent. Non, mais même le côté ovni de Isabelle Huppert de manière générale, peu importe dans quel film, et là c'est aussi le cas chez Hong Sang-soo. Oui, mais là c'est encore différent, parce que Huppert, généralement, c'est une actrice qui joue complètement Huppert dans tous les films, c'est sûr. Je rappelle juste le titre, c'est La Voyageuse, parce qu'on l'a pas mentionné. Oui, pardon. Mais là, c'est encore différent, parce que c'est pas un rôle dont on est habitué à l'avoir. Elle est une espèce de clocharde, en fait, limite, arnaqueuse, charlatan. C'est un peu la clocharde céleste, mais version féminin. Ouais, c'est un personnage qui est parti, on sait pas pourquoi, les raisons, un coup de tête en Corée du Sud, et finalement, elle a rencontré quelqu'un avec qui elle a une relation. On comprend pas trop cette relation, c'est jamais trop détaillé, on sait pas si c'est amitié ou amour, mais on n'a pas trop d'informations. Oui, c'est une espèce de relation amoureuse platonique, mais on n'est pas tout à fait sûr, et c'est jamais trop... c'est un peu interrogé dans le film par la mère
justement du jeune homme, mais de manière générale, c'est pas vraiment répandu. Qui est une espèce de poète et qui veut vivre un peu en marge de la société coréenne, de tout ce qu'il y a de problématique dans la société coréenne, les problèmes de classe, de catégorie, des apparences, etc. Et justement, Isabelle Huppert, elle veut payer son loyer, donc elle essaie de trouver un job qu'elle fait de professeur de français d'une manière assez bizarre avec des post-it. Enfin non, pas des post-it, mais elle écrit en même temps pour qu'elle voit les gens et elle leur donne des cours assez étranges. Il y a un côté un peu psychologue aussi, puisque... Bien sûr, bah oui, parce que tout ça, en fait, dans ce qu'elle fait, au final, Isabelle Huppert, dans La Voyageuse de Hong Sang-soo, c'est un prétexte, enfin, en tout cas, c'est mon opinion, mais tu la partages avec moi, Morgane, c'est que c'est un prétexte pour moi, enfin, pour nous, pour Hong Sang-soo, d'aborder ce qui, selon lui, ne va pas forcément chez les Coréens. C'est-à-dire une espèce d'incapacité, et ça va même plus loin, d'impuissance à exprimer des émotions authentiques, d'impuissance aussi dans l'acceptation de la différence chez les autres. C'est-à-dire qu'au final, quand même, le personnage d'Isabelle Huppert, il est énormément jugé dans le film, hormis par le jeune homme qui l'héberge. Tout le monde a un avis... un avis négatif dessus, mais l'accepte avec beaucoup de politesse et de cordialité. Donc il y a aussi cette espèce d'hypocrisie qui est interrogée par Hong Sang-soo dans son film. Enfin voilà, je dis ça parce que souvent, et on en a parlé des tas de fois, toi et moi, Morgane, pour fermer la parenthèse sur Hong Sang-soo, tu pourras en dire deux mots de plus si tu veux dessus. Je pense que là, tu as bien parlé du film. Non, mais juste par rapport à ce film et de manière générale, il y a quasiment pas un mois où tu n'es pas, Morgane, exaspérée sur les textes critiques à propos d'Hong Sang-soo qui abordent la fameuse poésie du quotidien. Et cinéma du quotidien. Ouais, non, mais c'est ça. Ce qui est absolument pas, en fait, le cinéma d'Hong Sang-soo. En fait. Non, là, pour moi, c'est quasi une critique sociologique. Enfin, ça me semble évident. Bien sûr, et puis il y a toujours cette notion de jeu, de côté ludique dans son cinéma, ou alors, au contraire, de mélancolique qui pour moi est très loin du quotidien. C'est juste qu'en fait c'est comment dire, à cause de l'imagerie, parce que c'est du cinéma tourné avec très peu de moyens, avec une caméra numérique et en fait pas vraiment, il y a pas d'étalonnage, enfin l'image est brute, du coup ça donne l'impression de voir quasi du documentaire, mais en fait non, c'est pas, c'est vraiment écrit, il y a une vraie patte, une vraie écriture qui fait que c'est même, je trouve, pardon Morgane, mais de l'anti-documentaire. Enfin, ça n'a absolument rien de documenté sur quelque chose qui se voudrait réel, enfin, puisque les situations sont toujours ubuesques, et c'est l'antithèse du documentaire. Il y a toujours une espèce de petite mécanique absurde en fait, et voilà, donc pour moi c'est pas du tout du cinéma du quotidien, mais bon voilà, on va pas parler des heures dans le Sanso. Non, mais il fallait le faire. C'est une habitude à Harry Camera. Surtout qu'il est bien, pour le coup. Et cette promenade avec Mark Brand de Pierre Creton et Vincent Barret, qui est un peu une espèce d'appendice à son précédent film qui était Un Prince, puisqu'on retrouve notamment Antoine Pierrotte qui, cette fois, joue... Alors, c'est un documentaire, faut préciser, qui joue je crois qu'il est opérateur sur le film. Enfin, il travaille en tout cas en tant que technicien. Et c'est un botaniste qui s'appelle Mark Brown qui fait il se promène dans 7 endroits en Normandie autour des lieux où a été tourné notamment Un Prince, donc c'est près du Havre, et du coup chaque endroit a des spécificités en termes de paysage, de nature, d'écosystème, on va dire. C'est ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il décèle, et je ne sais pas comment le repérage a été fait ou comment le documentaire Cette promenade avec Mark Brown a été organisé, qu'à chaque fois, on dirait qu'il se penche sur la Terre et que là, il trouve des espèces botaniques très anciennes. Et quand je dis très anciennes, c'est parfois la façon dont il les mentionne, elles ont l'air plus anciennes que l'humanité elle-même. Ouais. Et ça donne un côté, je trouve, assez fantastique à ce documentaire, parce que déjà, l'érudition de Mark Brown lui-même est extraordinaire. Oui. Enfin, moi, j'ai un peu halluciné de me dire cet homme connaît énormément de choses, et d'autant plus, comment dire, qu'il en connaît plus que nous qui sommes des citadins. Enfin, je veux dire, forcément, le hiatus entre des gens comme toi et moi, Morgane, et des personnes comme lui est assez colossal. Alors que c'est à 200 km de Paris. Mais mais c'est ça qui est fou, voilà. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que ce serait dans des lieux très, très éloignés, je veux bien, mais là, on est à quoi 1h30 en train. Enfin, il y a quelque chose d'absurde là-dedans. C'est-à-dire que ça fait...
Enfin, c'est grandiloquent ce que je veux dire, mais ce documentaire, cette promenade avec Mark Brown, il fait aussi penser à sa propre condition. Et pas que par rapport à ses connaissances en matière de plantes et de leur âge, mais aussi du côté de leur utilisation. Qu'est-ce qu'on peut en faire avec? Est-ce qu'elles peuvent soigner? Est-ce qu'on peut les manger? Est-ce qu'elles sont juste ornementales? Comment elles se comportent dans la nature? Quelles sont leurs originalités? Est-ce qu'elles sont très répandues? Est-ce qu'elles sont en voie d'extinction? Enfin, on apprend beaucoup de choses. Après, moi, la forme, sur les 20 dernières minutes, je le dis de manière très franche, j'ai failli m'endormir. Parce que le film appelle à la contemplation un peu, mais tu peux dérouler là-dessus, un peu comme des films de Vera Setacool. Donc, il faut avoir une certaine concentration si on veut rester frais devant, sinon on commence à somnoler. Mais j'ai adoré l'intention et le voyage en lui-même. Bah, curieusement, c'est assez marrant parce que du coup, on parlait d'Aung San Suu. Je trouve que le film, il a fait en 2 parties et il y a la partie Aung San Suu et la partie Vera Setacool. C'est très référencé ce que tu dis là. Oui, non, mais c'est pour rappeler aussi, parce que ce film n'a pas été beaucoup vu parce qu'il n'a pas été exploité dans beaucoup de salles. C'est vrai. Mais c'est pour les auditeurs qui sachent de quoi on parle. Donc du coup, la partie Aung San Suu, c'est pour dire qu'en fait, la première partie du film, c'est ils se baladent, ils sont une équipe de tournage, ils filment Mark Brown et en fait ils parlent des fleurs qu'ils voient, etc. Mais on ne voit pas forcément les fleurs, il les montre un peu mais pas en gros plan. Et on comprend qu'à côté, il y a Antoine Pirotte qui filme avec du Super 16 mm, oui. Qui filme les plantes de manière rapprochée. Et on se dit, mais est-ce qu'on va aller voir? Et ça, c'est la deuxième partie. C'est vrai que c'est le doute qu'on a. Moi, je croyais qu'on n'allait pas les voir. Et au final, on les voit. Et en fait, du coup, donc, toute la première partie, c'est la partie un peu making-of de ce... Parce qu'en fait, c'est un herbier. C'est un herbier qui fait, un herbier filmé. Et toute la première partie, c'est donc ce making-of. C'est assez marrant de commencer par le making-of et après ce qui a été tourné. Et donc, c'est pour ça que je parle d'Aung San Suu, parce qu'il y a ce côté un peu, notamment dans In Water ou beaucoup de films où ils font un tournage et on a tous les coulisses en fait de ce tournage avec les rapports entre eux, parce que tu sens quand même qu'il y a des amitiés et parfois il y a des petites tensions, mais c'est pas grand chose. Mais voilà, il y a tout un truc qui se crée, une histoire en tout cas des gens qui sont filmés à ce moment-là. Bah oui, d'autant plus que dans cette promenade avec Mark Brown, Morgan, il parle un peu de sa vie. Il y a des anecdotes sur sa vie, anecdotes sur la vie des autres. Enfin, voilà, c'est vivant comme film. C'est pas figé sur les plantes. Voilà, c'est ça, c'est comme un film sur un tournage. On a l'impression que c'est ça le film. Et puis après, ça bascule. Donc, on a tout ce qui a été filmé, qu'on a entrevu au début, qui nous est montré. Donc, c'est peut-être cette partie-là qui était un peu plus endormie, où je crois que ça a duré au moins 40 minutes, où on a toutes les espèces qui se recensaient avec la voix off de Pierre Creton et de Mark Brown qui explicite, qui va encore plus en détail sur quel type de fleurs c'est, etc. Et là, ouais, effectivement, on est dans un truc beaucoup plus hypnotique à la Vera Setacool. Et moi, j'ai trouvé le film très beau, en fait. Et même si, effectivement, dans son côté, dans sa particularité, dans la manière dont il a été fait, ça peut être aussi un peu, comment dire, on peut s'ennuyer. Voilà. Mais moi, j'ai trouvé ça assez passionnant. Ensuite, pour parler de films qui t'ont plu, je sais qu'il y a un film qui t'a particulièrement plu, moi un peu moins, mais c'était quand même pas mal. C'était Baby Girl. Ah bah oui. Enfin, si tu veux en parler directement, Julie. Non, si. En fait, j'ai failli l'oublier parce que je me rends compte que j'ai oublié de l'ajouter à ma liste Letterboxd. Je ne comprends pas pourquoi. Je me disais bien qu'il me manquait un ou deux films. Non, Baby Girl, j'ai beaucoup aimé parce que pour moi, sans dire que c'est un film qui réinvente la roue. Je ne sais pas si l'expression se dit, mais je la dis quand même. Si, il me semble. C'est ce qu'on dit. Non, mais je trouve que c'est un film qui s'inscrit, disons, dans une tradition du thriller érotique, comme il se faisait dans les années 90. Tradition qui est un peu tombée en désuétude dans les années 2000 et dans les années 2010. Ouais. Et là, voilà, ça revient. Enfin, depuis quelques années, voilà, on a Adrian Lyne qui avait fait son film pour Prime Video, en fait, qui était sorti sur Prime Video. Ça, c'est marrant parce que du coup, c'est revenu à partir de ce moment-là, alors que c'est un peu lui l'instigateur. Enfin, c'est pas l'instigateur parce qu'il y a eu des films très érotiques dans les 70. Non, mais c'était l'un des fers de lance de ce genre de film. C'est une figure en tout cas du genre et du sous-genre. Et c'est assez marrant que ça repart avec lui avec Deepwater Eau Profonde. Et que voilà, là on a des. Alors pour le coup, c'est assez commun, c'est que c'est une femme qui a réalisé un thriller érotique, alors que d'habitude c'est plutôt des hommes qui tournent. Oui, c'est Alina Range. Oui. Je sais pas si je le prononce hollandaise. Correctement. Alors moi, j'ai jamais vu un seul de ses films. J'ai sûrement vu des films dans lesquels elle a joué, mais en tout cas côté réalisatrice. Oui, c'était une actrice à la base. Oui, j'ai jamais vu.
Le côté hollandais, est-ce que il existe vraiment? Oui, un petit peu quand même. Je trouve que ça s'inscrit un peu dans ce que faisait Verhoeven. Il y a quelque chose d'un peu irrévérencieux. Verhoeven, thriller érotique. Hein, non, voilà. mais bien sûr. Non, mais enfin voilà, je sais que ça fait un raccourci un peu bateau, mais quand même, je trouve qu'il fonctionne, tu vois. Et donc, dans Baby Girl, alors le film m'a surpris par certains aspects. Il y en a d'autres qui m'ont un peu moins plu, mais globalement, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé que ce soit un film qui parle indirectement d'amour, qui se concentre sur un personnage qui compartimente sa vie et ça devient un problème, mais c'est en même temps totalement assumé. Enfin voilà, j'ai trouvé en fait que c'était, en dehors de l'aspect érotique, Baby Girl, c'était un film qui, sur le plan psychologique, avait beaucoup de choses à dire, aussi sur les rapports de force entre quelqu'un qui est à la tête d'une entreprise et des personnes qui sont dans son entreprise, enfin en dessous, hein, à un niveau hiérarchique. Enfin, et tout ça, voilà, la manière dont ça s'articule aussi, ça interroge pas mal, là encore c'est bateau ce que je vais dire, mais enfin ça interroge quand même pas mal le désir féminin. Ça montre un désir féminin qui est pas du tout encensé dans le sens où il n'y aurait pas un bon désir féminin et un mauvais désir masculin. Ça montre quand même une femme qui veut des choses de manière un peu égoïste aussi parce qu'elle n'a pas les droits. Bref, c'est un film qui est ambivalent et moi j'aime bien l'ambivalence au cinéma quand ça produit des choses comme ça, quoi. Ouais, moi j'ai bien aimé aussi le film pour les raisons que tu cites, Julie. Juste, ça m'a un peu moins plu parce que je trouve quand même que dans sa tenue de son suspense, je trouve que le film, au bout d'une heure, et on rentre un peu dans le rythme et puis c'est assez convenu finalement dans sa finalité. Ça reste assez chaste. In fine, par rapport à ces modèles. Mais c'est aussi la volonté de déconstruire un peu le genre de Alina Rich. Mais voilà, c'est juste que c'est pas mon film préféré du genre, mais c'était une belle manière de féminiser, on va dire, le genre. Et même si je pense que féminiser, ça veut pas dire faire un truc gentil, tu vois. Oui, et voilà. Puis tu vois, tu dis chaste, Morgane, mais je trouvais que quand même il y avait des scènes érotiques dans Baby Girl. Bon, c'est pas ce qu'on voit le plus dans le cinéma américain. Ou alors c'est peut-être pas dans ce sens-là que tu l'entendais. Je dis pas que visuellement c'était pas chaste, oui, voilà, que c'était chaste, pardon, parce que oui, effectivement, notamment de montrer une femme de 60 ans. Alors bon, après c'est. Tu l'as trouvé un peu sage en fait. Toute proportion gardée, ça reste Nicole Kidman, 60 bien ans, sûr, elle ne fait pas son âge, voilà. Elle est nickel. C'est pas une actrice de 60 ans qu'on pourrait, voilà, d'une femme de base, basique, quoi. Enfin, oui, non, mais c'est vrai, enfin, je veux dire. Ça reste une actrice qui prend soin de son corps, mais en même temps, son personnage évoque ça. C'est une CEO d'une grosse machine. Enfin voilà, donc forcément, elle prend soin d'elle. Mais je voulais juste dire que là où c'était sage, c'est que finalement, tout finit par bien terminer, ça se passe bien et tout le monde rentre chez soi. Alors, il y a juste le petit twist final, mais qui dit. Je vois ce que tu veux dire. Après, moi, je trouve que c'est une fin un petit peu douce amère parce qu'il y a vraiment un côté. Et là, tu as raison, Morgane. Tout le monde rentre à la niche quelque part. C'est ça. Mais je trouve que ça rentre un peu dans l'ordre des choses et en même temps. Non, mais. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit dramatique, hein, je veux dire. Non, bien sûr, mais je trouve que ça correspond un peu à la réalité où bon, les gens, voilà, ont des emballements, ça dure quelques semaines, quelques mois, et puis bon, au final, tout le monde rentre dans des cases. Et puis voilà, sauf nous peut-être. Oui, mais non, après c'était quand même bien. J'ai pas eu son film précédent, Bodies, mais qui apparemment joue aussi sur le slasher, mais c'était pas un vrai slasher, mais voilà. Donc ça, pourquoi pas, il faudrait qu'on le rattrape. Et peut-être parler d'un autre film, c'est sûrement le dernier dont on va parler, c'est le Almodovar, La chambre d'à côté. Oui, si tu veux. Qui a gagné le Lion d'Or quand même. Ce serait dommage de pas en parler. Toi, t'as moins aimé que moi. Moyennement apprécié. Il y a des choses que j'ai aimées, d'autres sur lesquelles j'ai beaucoup de réserves, mais je t'en prie, vas-y. C'est pas du tout un Almodovar majeur, au contraire, c'est même un Almodovar mineur, mais je suis pas d'accord avec l'idée que les gens, notamment dans les critiques qui ont été faites sur le film, que le problème c'est qu'il est tourné en anglais et que du coup il y a des choses qui passent pas. Non, ça c'est vraiment une vue de l'esprit. Enfin, je trouve que c'est un mauvais procès fait à Almodovar. Il est lost in translation, on va dire. Il y a des trucs qui se perdent dans la traduction. Je suis pas d'accord, c'est un pur film d'Almodovar et les actrices le comprennent très bien. Enfin, ça fonctionne bien à ce niveau-là. Il y a pas de problème. C'est plutôt dans les enjeux. Ça reste un film assez quasi un huis clos et finalement
ce qui se passe à côté, pas forcément ce qui est le plus intéressant, sauf peut-être le personnage de John Turturro qui est assez marrant en espèce de d'écologiste totalement désabusé. Oui, c'est ça, ce qui donne des séquences assez rigolotes avec son ex Julianne Moore. Et mais enfin j'ai pas le nom donc je dis Julianne Moore mais le nom du personnage mais c'est pas grave non je trouve le duo très touchant et c'est finalement un film assez beau sur l'euthanasie comme on n'a pas vu beaucoup parce que finalement les films sur l'euthanasie c'est toujours un peu ça joue beaucoup sur ça joue beaucoup sur le drame. Ça appuie vraiment là où ça fait mal et c'est sortez-vous mouchoir. Alors là aussi un peu, mais il y a plus de choses que ça. C'est pas que ça. C'est plus nuancé quoi. On va dire et ça reste très bien. Enfin ça reste très bien écrit. La mise en scène, bon voilà, c'est pas le plus, on va dire, ça reste assez glacé pour du Almodovar. C'est un peu bizarre quand même parce que Almodovar c'est toujours un peu plus chaleureux. Ouais, là on est dans un truc beaucoup plus glacé. Je peux l'aborder justement cette question-là, Morgane. En fait, moi je vais dire en 2 mots ce qui m'a pas gêné dans le film, mais ce qui m'a laissé sur le côté, parce qu'en soi c'est pas gênant, c'est un choix d'Almodovar, c'est que autant je salue l'intention, comme tu l'as dit Morgane, de faire un film sur l'euthanasie qui soit pas du pur drame social, mon Dieu c'est affreux, la Terre va s'effondrer, on va tous mourir, etc. Mais ça reste un film sur l'euthanasie avec un personnage principal qui est un écrivain à succès et qui est riche, et une autre qui est une journaliste à succès et qui est riche. En fait, ça reste un film fait dans un cadre de riche, et pourquoi pas, mais... Enfin, je sais pas, c'est vraiment... Ça m'a laissé sur le côté. J'ai senti une telle distance entre le film et moi que j'ai eu du mal à avoir vraiment de l'empathie pour ce qui s'y passait et pour ces personnages. Et je pense que le côté glacé vient de cet aspect très nanti dans ce qu'on voit, que ce soit dans la maison, que ce soit dans leur manière d'adresser leurs problèmes, que ce soit dans leurs loisirs. Par exemple, quand Julianne Moore elle va à la salle de sport, elle a un coach rien que pour elle. Enfin, c'est une scène assez cocasse d'ailleurs. Enfin, je la trouve assez marrante la scène, mais bien sûr. Après, je suis pas anti-riche au cinéma. Je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait de riches au cinéma. Et puis tu peux quand même avoir de l'empathie. La personnage a quand même un cancer. Je veux dire non, mais bien sûr. Et la preuve que la maladie, ça touche tout le monde de manière universelle. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais disons que dans la manière dont c'est fait, voilà, c'est un peu l'euthanasie, mais de luxe. C'est-à-dire qu'on arrive à facilement acheter des pilules sur le net, à facilement louer un énorme... Sur le dark web, quand même. Non, mais sur le dark web, oui. À louer un énorme penthouse pour mourir dans la dignité et dans les habits de luxe. Enfin, voilà, c'est un peu trop pour moi. Ouais, après, c'est vrai que ça fait un peu cinéma Yves Saint Laurent, et je pense... Voilà, exactement. Et c'est Pathé qui a produit, mais il me semble qu'il y a peut-être... Enfin, il faudrait voir s'il y a pas un peu une part d'Yves Saint Laurent, mais il avait déjà fait un film, 2 films pour Yves Saint Laurent. Après, c'est aussi l'univers d'Almodovar, donc quelque part, je pense qu'il connaît du genre de... Enfin, pardon, qu'il parle du genre de personnes qu'il connaît, donc pourquoi pas. Après, Almodovar, ça a toujours été, en fait, ambivalent. Il a toujours filmé à la fois les classes populaires dont il a fait partie, et aussi les classes plus aisées, puisqu'il a fini par être aisé. C'est un transfuge de classe, Almodovar. Ah oui, complètement. Et donc, ces films, il y a toujours soit des gens qui sont devenus riches, soit des gens qui sont déjà riches, ou des gens qui sont qui galèrent plus. Et d'un film à l'autre, ils passent. Donc, on peut faire le procès d'Almodovar, ce que tu ne fais pas. C'est pas le procès d'Almodovar, c'est le procès du film en lui-même qui donne une côté un peu trop facile dans le... Je trouve. Ouais, voilà. Après, moi, je trouve le film touchant. Puis sur le côté aussi, toi, t'as moins aimé, mais le côté l'art qui nous aide à surmonter, accepter la mort, je trouve ça assez beau, même si, bon, il en fait pas grand-chose non plus, mais voilà, il y a un côté assez touchant. C'est pas son meilleur film, mais c'est loin d'être un film mineur de cinéma, quoi. Morgane, là, on a fini notre topo relativement exhaustif du début de l'année 2025. Alors, vu que c'est Arrêt Caméra, on va encore parler de films, pardon. Désolé. Non, mais on va se concentrer. C'est en faisant le sommaire, on s'était rendu compte, enfin c'est toi qui me l'as dit, Morgane, c'est que des films américains. Ouais, alors au début je t'ai dit on va faire un spécial Oscar. Alors ils sont pas tous nommés aux Oscars, mais il y en a un certain et il y a 4 films. Et effectivement c'est des films américains, mais c'est aussi parce que comme on me disait c'est un peu la période, souvent janvier-février, il y a beaucoup de films américains qui sortent, puisque c'est la saison des Awards, enfin entre l'après-saison et la saison, parce que ça commence assez tôt la saison des Awards, dès novembre, mais et donc t'as tous les films qui sont déjà sortis aux États-Unis qui débarquent chez nous.
et d'autres qui sortent en même temps, parce que c'est une période aussi qui est bien pour certains types de films. Mais voilà, donc du coup, c'est 4 films américains. Donc, il y a, on va démarrer par The Brutalist, parce que je pense qu'on a des choses à dire, et pas qu'un peu. On a des choses à dire. Oui, non, mais c'est vrai. Et puis, on va aborder Queer, qui, à l'heure où nous enregistrons, n'est pas encore sorti, mais on a eu l'occasion de le voir en avant-première, donc voilà. Enfin, je veux dire, à voir si vous voulez du spoiler ou pas du spoiler. De toute façon, dans les films, nous, on spoil toujours. Enfin, c'est une politique qu'on a depuis le début d'Arrêt Caméra. Enfin, moi, j'ai pas envie de cacher des éléments de l'intrigue si le but, c'est de les décortiquer et les critiquer. Enfin, donc, voilà. Enfin, de toute façon, il y aura les time codes pour pas que vous fassiez avoir. Exactement. Si vous voulez attendre d'avoir vu le film. Pour écouter ensuite la partie sur le film qui est consacrée. On abordera ensuite Un parfait inconnu, le biopic sur Bob Dylan de James Mangold. Et puis on conclura par un film d'horreur. Enfin, je veux dire, Arrêt Caméra, à chaque fois, de toute façon, on parle d'un film d'horreur. Je pense qu'on va appeler ça Arrêt Horreur, en fait. Arrêt Horreur, oui, c'est un peu plus dur à prononcer. Ouais, quand c'est même. un peu chiant, ouais, en fait. Donc, on conclura par The Monkey de Osgood Perkins. Et ce sera tout. Oui, on se contentera de ça déjà. C'est déjà pas mal. Voilà. Malhonnête serait celui ou celle qui dirait que le travail de Brady Corbet était connu avant The Brutalist. Alors certes, il fait partie de cette majorité un peu invisible qui évolue au sein du cinéma, côté acteur d'abord, puisqu'il jouait enfant dans 13, Mysterious Skin. On l'a ensuite retrouvé chez Baumbach, Oslund, Assayas, certainement dans des films que vous avez vus, mais moi, à chaque fois, c'est un acteur qui m'a échappé parce que, je sais pas toi, Morgane... Anneke aussi, hein. Oui, non, mais c'est vrai, mais Brady Corbet, en tant qu'acteur, on l'a vu dans énormément de films, mais impossible à chaque fois de se rappeler de sa tête. C'est un peu étrange quand même. Ouais, bien sûr, il a un physique assez reconnaissable quand même. Oui, mais je sais pas pourquoi il échappe. En fait, tu dis c'est un acteur qu'on a vu dans beaucoup de films. En fait, pas tellement. Il en a fait quoi, une quinzaine, mais c'est des films. Ça compte quand même. Ouais, ce que je veux dire, c'est que c'est des films qu'on comptait surtout, qui ont marqué un peu leur Mysterious Skin, 13, même Funny Games, la version américaine. Voilà, il est assez reconnaissable. C'est juste que il a pas fait de gros films américains non plus, et il a au tournant des années 2010, milieu des années 2010 aussi, il a disparu en fait pour se donner à la vocation de réalisateur. Oui, c'est ce que j'allais dire. Derrière la caméra, on l'a aussi connu pour des films très peu vus chez nous en France. Il y en a deux. En fait, son premier, L'enfance d'un chef avec Robert Pattinson, et Vox Lux avec Nathalie Portman. Bref, Brady Corbet, un quasi inconnu, comme je le disais, parmi des gens qu'il était bien plus que lui, jusqu'au jour où il a enfin percé par l'entremise de The Brutalist, qui est, Morgane, je pense que tu seras d'accord avec moi, un des films dont on parle le plus ces 6 derniers mois. Parce que notamment, il fait partie de la shortlist des favoris des Oscars. Donc effectivement, ça fait qu'on en parle. En tout cas, The Brutalist a été comparé à Coppola pour Le Parrain, à Paul Thomas Anderson pour There Will Be Blood, et j'en pense. Morgane, est-ce que la dithyrambe est justifiée? On en parle juste après ton résumé. Oui, alors, fuyant l'Europe d'après-guerre, l'architecte visionnaire Laszlo Toth arrive en Amérique pour y reconstruire sa vie, sa carrière et le couple qu'il formait avec sa femme Erzsébet, que les fluctuations de frontières et de régime de l'Europe en guerre ont gravement mis à mal. Livré à lui-même en terre étrangère, Laszlo pose ses valises en Pennsylvanie où l'éminent et fortuné industriel Harrison Lee Van Buren préconnaît son talent de bâtisseur. Mais le pouvoir et la postérité ont un lourd coup. Alors déjà, Morgane, rien qu'en lisant ton résumé, on voit que The Brutalist, c'est un film qui aborde énormément de choses. Donc ça parle d'architecture, comme l'indique son titre, ça parle de l'Europe d'après-guerre. Donc s'il a fui des camps de concentration. Non mais oui, voilà, c'est ça. S'il a fui l'Europe d'après-guerre, c'est que ça aborde aussi la Shoah, les camps de concentration. C'est d'ailleurs les premières images qu'on voit de Brutalist. C'est ça, quoi. Ouais, le prologue, c'est l'interrogatoire de... On ne sait pas qui c'est le personnage au début, on le saura après, d'une jeune femme qui est visiblement juive et du coup on qui est internée en camp de concentration. On la voit pas, on voit pas qui l'interroge, mais on entend déjà que c'est des Allemands, et puis au fur et à mesure, on comprend que c'est des nazis. Donc voilà. Donc ça parle aussi de l'immigration aux États-Unis à cette période. Ça parle des nouveaux riches aux États-Unis, en Pennsylvanie, enfin bref, dans des terres des États-Unis qui sont pas forcément les villes les plus anciennes comme New York, mais bref.
ailleurs, quoi. Je veux dire, bah, ça se passe dans une ville de province Oui, c'est ça. qui est à côté, en tout cas, J'osais limite pas le dire, mais c'est vrai. de Philadelphie, en fait, oui, c'est ça. Mais, et ça parle aussi, surtout, en fait, ça parle de l'Amérique, en gros, quoi. Enfin, et ça résonne, surtout avec l'actualité, notamment Trump, le fait qu'il fait la chasse aux immigrés, etc. Donc, Mais tu vois très bien où je veux en venir, Morgan, c'est que The Brutalist, au final, ça parle de beaucoup de choses. Alors, le film, il dure quoi, 3h35, quelque chose comme ça. Exactement. Entracte inclus dans le montage du film. c'est ça, donc 3h20 à l'image. On va dire. Et même si ça dure 3h20, c'est peut-être un peu beaucoup et difficilement digeste pour parler de tant de sujets qu'il aborde plus ou moins en surface à chaque fois. Et ça parle aussi, parce que j'ai pas fini, des problèmes de couple. Effectivement, aussi, oui. T'as bien fait de le dire. Alors, est-ce que c'est pas tellement que c'est un film indigeste? Je trouve pas que ce soit un film indigeste. Je trouve que c'est un film qui a effectivement beaucoup d'ambition, qui veut brasser beaucoup de sujets, mais en fait, il y parvient plus à un moment donné à partir en fait, le film est coupé. Alors, il y a prologue, première partie, entracte, deuxième partie, épilogue. C'est vraiment chapitré comme un gros roman, une fresque littéraire. Et puis c'est très symétrique. Hein, là, je crois que chaque partie font la même durée. Enfin, fait la même durée, pardon, si on veut faire du vrai français. Chaque partie fait la même durée. Je m'en étais pas aperçu. Ouais, on va dire à quelques minutes près, mais c'est 1h40 et quelques chaque partie. Et donc, oui, il y a cette espèce de dimension homérique du cinéma américain classique, grande fresque, qui l'essaye d'embrasser, du moins, avec un budget qui n'est pas du tout celui de ces modèles. Le film a dû coûter 10 millions max. Ouais, en tout cas, ça fait même partie, je trouve, c'est devenu un élément marketing pour vendre le film, c'est-à-dire grande fresque façon Coppola, Scorsese, Paul Thomas Anderson, enfin tous les grands noms qu'on veut américains de ces 50 dernières années, avec un budget finalement qui se veut à coût réduit parce qu'on est dans l'ère post-Covid. Voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est assez marrant parce que le film, on dit du coup, il y a 2 parties, mais en fait, il y en a plusieurs, et on va dire que le moment où ça commence à un peu vaciller, c'est à partir du moment où le film devient une sorte de semi-huis clos, parce que c'est pas un vrai huis clos, mais du moins le récit stagne. Donc toute la première partie, Laszlo arrive à New York, il y a le fameux plan avec la tour Eiffel inversée. Non, pas la tour Eiffel, la statue de la liberté. Merci, mais c'est Gustave Eiffel, c'est pour ça. Oui, bien joué pour la référence. La statue de la liberté de Gustave Eiffel Saviez-vous que la statue de la liberté, c'était Gustave Eiffel? Oui, vous avez gagné un point. Quand il arrive, effectivement, on s'est connu, les immigrés arrivaient par bateau, ils passaient par Ellis Island, et qui est à côté de la statue de la liberté, donc c'est le premier truc qu'ils voyaient en arrivant. Et il y a le fameux plan que tout le monde a parlé, qui est un joli plan en soi, mais qui n'est pas le plan du 21e siècle, c'est la fameuse statue de la liberté inversée. Même que la statue de la liberté à l'envers. Enfin, je veux dire, c'est un super plan, mais arrêtons. Enfin, moi aussi, je vais filmer la tour Eiffel et le tourner à l'envers et tout le monde va crier au génie. Enfin, c'est un peu exagéré. Oui, bien sûr. C'est un peu le problème du film en général, entre les attentes et la réception. Enfin, bref. Justement, par rapport aux attentes et aux réceptions, pardon Morgane, je te coupe, mais juste grosso modo, est-ce que tu trouves que le film a été survendu par la presse? Annonce la couleur. Oui, bien sûr. Il a été. Enfin, pour moi, Enfin, j'ai pas compris. En fait. Enfin, j'ai pas compris Enfin, si, j'ai compris que certains avaient aimé, et je comprends pourquoi, mais moi, je suis passé à côté, quoi, du film. C'est pas possible. Mais voilà, donc je continue. Et donc, il arrive, et ensuite, il va enchaîner différentes galères. Il va retrouver son cousin à Philadelphie. Finalement, il va faire un boulot pour lui. Ça va mal se passer. Il va se retrouver à la rue dans un foyer avec son ami qui est joué par Isaac de Bancolé. Ça fait toujours plaisir de le voir. Hein, cool. Et il va tomber dans la drogue, et il va faire les clubs de jazz, il va travailler sur des chantiers, il va être retrouvé par la personne qui a causé le fait que son cousin l'ait viré de chez lui, donc Harrison Lee Van Buren, le riche, qui va venir le chercher parce qu'il avait fait une bibliothèque pour quelques $2000, je crois, qui au début il ne l'avait pas aimé, mais en fait c'était magnifique, et du coup il le rappelle pour lui proposer un grand projet. Et là le film du coup s'arrête, et on va passer de quasiment 2 heures dans ce cadre, avec quelques passages en Italie, ou alors à un moment donné ils vont à New York, mais voilà. Et c'est à ce moment-là, je trouve que le film
Enfin, on voit vite les ficelles, en fait, que effectivement le film a coûté 10 millions et que... Moi, je trouve que ça se voit. Il y a des gens qui disent que ça se voit pas, Morgan, mais moi, je trouve que ça se voit. Alors, c'est pas un défaut, je dis pas ça, mais là... Non, mais je trouve qu'on nous a menti, en fait, parce que dire, oui, le film, ça se voit pas qu'il a coûté des millions, bah si, il y a toujours plus ou moins 4-5 types à l'écran, pas plus, sauf à de rares reprises. C'est toujours filmé en plan serré, donc ça se voit. Il n'y a pas d'accent forcément mis sur des décors grandiloquents. Bref, ça se voit. On parle de brutalisme, mais on voit finalement 2 bâtiments avec toujours les mêmes 2 plans, donc ça se voit. Bref, c'est un film dont les moyens se voient. Non, en fait, ça, quand je disais que ça se voit, c'est qu'au niveau du scénario, je trouve qu'il y a une espèce de resserrement à ce niveau-là, et il y a le personnage de la femme qui apparaît, et là, on arrive dans une espèce de comment on appelle ça, un truc à 3 ménage à 3. Un ménage à 3, parce que bon, c'est pas un vrai ménage à 3, mais il y a quand même d'un côté la femme, de l'autre le riche propriétaire, et la Slow Tots, et c'est ces 3 personnages qui vont polariser en fait les 2 heures qui vont suivre, avec quelques personnages secondaires à côté, et finalement voilà, tout ce qui était immigration, architecture, en fait ça passe au second plan pour en fait narrer une histoire oui, c'est une histoire de mœurs en fait. Ouais, de mœurs, mais aussi certes à travers le personnage de Harrison le riche, aussi bah oui, l'Amérique qui broie les immigrés, mais voilà, enfin je trouve que du coup tout le film par ce resserrement perd en force, et surtout devient chiant en fait. La deuxième partie, moi c'était un chemin de croix. C'était un petit peu lénifiant, je suis d'accord avec toi. Alors moi j'ai peut-être plus aimé que toi le film, Morgan, mais j'ai pas beaucoup aimé plus. Je vais m'expliquer. C'est que j'ai apprécié The Brutalist. En fait, j'ai apprécié son désir, son envie de faire grande fresque. J'ai apprécié son intention. J'ai apprécié aussi son exécution dans les grandes lignes. C'est-à-dire que oui, ça ressemble aux grandes fresques hollywoodiennes, certes qu'on compare à ces 40 dernières années, comme je le disais tout à l'heure. Mais on peut aussi remonter plus loin. Ça correspond à une certaine idée du cinéma à l'âge d'or hollywoodien. Enfin, je veux dire, pour moi, ça s'inscrit complètement là-dedans. J'ai aimé que Brady Corbet le fasse avec... comment dire, des choses qu'on ne voyait pas auparavant, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont signifiantes. Par exemple, le personnage principal incarné par Adrien Brody, quand il garde son nom d'Européen, c'est-à-dire Laszlo Toth, alors que à l'époque, on le sait très bien, Morgan, il était de coutume et d'usage de changer de prénom et de nom de famille. C'est d'ailleurs ce que son cousin fait. Oui, il se fait appeler Miller. Voilà, c'est ça. Il y a une sorte de statement, j'ai envie de dire, dans ça. Et pour moi, ça va complètement à l'encontre de ce qu'on a vu dans l'histoire du cinéma, que ce soit dans les films qui se faisaient à l'âge d'or hollywoodien, ou que ce soit en dehors des films, c'est-à-dire au niveau des gens qui faisaient les films. C'est-à-dire combien de réalisateurs, d'acteurs, etc. étaient originaires d'Europe, voire étaient juifs askénazes, voire d'origine d'Europe de l'Est, parfois les 3 à la fois, et ont changé leur nom. Et là, le fait qu'ils ne le changent pas, moi je trouve que c'est un postulat qui est assez fort dans le film. Pour moi, c'est une de mes idées préférées. En dehors de ça, il y a le fait qu'il y a une certaine diversité dans le film. Tu vois, tu parlais, Morgane, de Isaac de Bancolé. Moi, je suis très contente qu'on le voit dedans. Parce que là encore, dans les classiques hollywoodiens, et même pas que, même dans les films des années 70 et autres, oui, il y a toujours des exemples particuliers, mais enfin, on ne voyait pas souvent d'acteurs noirs. Et surtout, ils n'avaient pas forcément des rôles aussi importants. Il y a toujours des cas particuliers. En 2025, c'est normal. Ça. Oui, mais il aurait pu vraiment, je trouve, stricto sensu, s'inscrire dans une espèce d'hommage en restant dans un pastiche. Là, il y a vraiment une tentative de renouvellement. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je le vois. J'aimais aussi le côté feuilletonesque, façon grande littérature du film. Enfin voilà, ça me fait penser à des gros pavés, notamment de Thomas Mann ou d'autres pavés sur l'immigration en Europe et tout. Bref, pour moi, ça fait appel un peu à tout ça. C'est ce que j'ai préféré. Après, il y a des choses qui, je trouve, sont plus en demi-teinte. Par exemple, les personnages féminins. Ah, bah ça, gros dossier. J'ai pas aimé. Je comprends pas pourquoi ça passe comme une lettre à la poste auprès de la presse, alors que pour ne pas citer Coppola, les personnages féminins sont mais bien évidemment pas ouf dans Minneapolis. C'est le gros boomer, alors que là. Non, mais bien sûr, Morgane. Non, mais en fait, soyons honnêtes. Enfin, moi, et même franc,
on est ni toi ni moi, on n'est pas la police des mœurs. Chacun il fait ce qu'il veut, etc. Mais moi j'aime bien quand on a un minimum de cohérence. Et je sais pas, je trouve que ces dernières années, enfin vraiment je le mets à l'échelle des années, je trouve que la critique selon les noms se vautre. Je le dis franchement, et c'est très méchant, mais je trouve qu'il se vautre parce que je vois pas effectivement comme toi. Pourquoi chez certains réalisateurs, on dit les femmes, elles n'ont pas une place assez importante et ça devient un drame. Et pourquoi chez d'autres, c'est exactement la même chose. Enfin, je veux dire, on prend les films de manière factuelle, on compare les deux, c'est la même chose. Mais chez d'autres, ça devient des films monuments, des films mondes, des chefs-d'œuvre, etc. Non, en fait, au bout d'un moment, enfin, je veux dire, et tout le monde est logé à la même enseigne. C'est juste ça. C'est pour ça que je dis encore une fois, on n'est pas la police, mais il y a des choses qui vont pas dans ce film. C'est pas tellement une question de place pour les femmes, c'est plutôt la manière dont elles sont écrites. Non, mais ce sont des faire-valoir. Oui, voilà. Et alors on va me dire, mais non, pas du tout. Mais si, je vous assure. Enfin, je veux dire, quand même, et c'est un peu étrange dans The Brutalist, mais les femmes, elles sont en soi soit des espèces de nonnes mystiques, soit c'est des figurantes qui font office de Marie-Madeleine et de prostituée pour montrer que le personnage est un Européen sexy qui plaît. Enfin, est-ce que d'ailleurs le fait qu'il plaise autant dans le film a un quelconque intérêt? Je suis pas certaine. Enfin, je veux dire, tout ça, enfin, c'est l'ajout, c'est du décorum. Je trouve pas que ça serve spécialement le propos. Mais bref, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que... c'est pour moi vraiment ce qui dessert le film, c'est la place des femmes à l'intérieur. Et il y a un autre aspect qui m'a dérangée en fait. Il faut y aller pour me déranger dans un film, c'est la question du sexe dans The Brutalist. Ah oui, la fameuse scène. Je veux en parler. Enfin, pardon pour ceux qui n'ont pas vu le film, donc coupez si vous aimez pas les spoilers. Mais ça, je veux vraiment en parler. C'est que ça aussi, ça n'a pas été abordé par les critiques. Je ne comprends pas. C'est que je trouve que le rapport au sexe dans The Brutalist, je vais pas dire est problématique, mais je le trouve dérangeant. Il y a des scènes qui sont un peu étranges dans leur mise en scène. Pas dans ce qui est montré, pas dans ce qui est fait, dans ce qui est dit, mais vraiment dans la manière dont elles sont amenées et dont elles sont construites. Je pense principalement à deux. La première, c'est quand... Tu peux même en citer trois, hein. J'en rajouterai une si tu veux. Ouais, non, mais déjà, je vais parler de celle qui a l'air la moins violente, mais qui est quand même violente. C'est-à-dire, donc, on a Felicity Jones, qui... la femme de Laszlo. Qui masturbe Adrian Brody. C'est la première fois qu'ils se revoient. Voilà, c'est la première fois qu'ils se revoient. Et clairement, le personnage de Adrian Brody n'est pas consentant. Il le dit au moins à 3 reprises qu'il ne l'est pas. Elle continue, ça je veux bien, mais le problème, c'est que le film le montre comme si c'était un acte d'amour passionnel, absolu, alors que c'est une violence infligée au corps de l'autre. Je comprends pas. Moi, c'est vraiment une interrogation. Je ne comprends pas pourquoi la mise en scène montre ça. Il y a la pire des scènes du film. Pour moi, c'est la pire des scènes du film. C'est toute la séquence en Italie qui est une espèce de virage mystique. En fait, c'est très marrant, c'est très exotique. Ça se voit que c'est l'américain qui dit tiens, on va en Italie, dans les montagnes, et on va faire le carton-pâte. On va faire du Herzog. Voilà, c'est le et un peu du Fellini avec la danse là dans les. Mais l'acmé de la séance en Italie. Tout ça sert en fait. Toute cette scène qui. Bien sûr, c'est un prétexte. Qui n'est que là que pour en fait sa finalité. Vas-y, dis-le. Oui, non, mais la finalité qui est que Guy Pearce. Harrison Lee et Van Buren. Voilà, inflige un viol à Adrian Brody. Et alors là, on s'est dit, c'est pas possible. Pourquoi on refait ça? Quand je dis pourquoi on refait ça, c'est que c'est vraiment un problème du cinéma à l'heure actuelle. C'est que pour montrer la domination et la violence qui jaillit de certains personnages considérés comme les méchants des films, on passe quasi obligatoirement par la question du viol. Surtout que le viol est purement gratuit, parce qu'il n'y a aucune attirance du personnage vis-à-vis de Laszlo. Il n'a que du mépris pour lui, d'ailleurs. C'est l'immigré qui veut violenter. Et du coup, en fait, pour montrer qu'il veut le violenter jusqu'au bout, il le viole. Ce qui est pas très logique en soi. Je veux dire, est-ce que vraiment... En quoi le film a besoin de ça? Et le film ne l'interroge jamais, cette séquence, sauf évidemment qu'il y a cette espèce de secret qu'il enfouit, qui finit par ressortir et qui va servir à la fin à la chute du personnage. Mais moi, j'y vois que des ficelles et pas en fait. Pourquoi t'interroges pas en fait au final? C'est une scène qui est purement gratuite dans The Brutalist, et là où je ne la comprends pas, Morgane, c'est que on voit très bien en fait, je veux dire, on le voit en long et en large même, on a 3 heures et quelques de film, que
le personnage de l'Américain riche, etc., est dans un rapport à la fois d'admiration contrite, d'amour-haine, d'envie, mais de rejet, et qu'il se sent tout le temps supérieur par rapport à Laszlo Toth. Bah, il le prend pour un esclave. Oui, non, mais c'est ça, voilà. Et ça se suffit en soi. Donc, pourquoi il y a besoin comme ça d'infliger autant de souffrance à son personnage. Enfin, on parle d'un personnage quand même qui a connu les camps de concentration, qui a été séparé de sa femme Bardi à cause Corbet des a la main camps de lourde. concentration. Non, mais c'est vrai, qui subit encore l'antisémitisme. Enfin, peut-être que tout ça, c'est en termes de ce qu'il subit, est suffisant. Il n'y a pas besoin de rajouter un viol du corps en plus. Enfin, je trouve ça affreux. Enfin, ce personnage a assez souffert. Libérer Laszlo Toth, enfin. Puis juste avant, quelques dizaines de minutes avant, il y a aussi le personnage de la nièce qui, on ne voit pas, c'est hors champ. Oui, c'est une scène hors champ, oui. Mais on sait que le personnage du fils de Harrison était un espèce de détraqué, en fait. Oui, ça se perçoit facilement. C'est un con, voilà, enfin, pour le dire. Et que, il veut se faire Sophia. Et du coup et qu'elle n'est pas consentante, et en fait on les retrouve après, elle a l'air pas très bien, et lui il remet son pantalon en place, et enfin voilà, il y a eu un viol, mais tout ça c'est genre montré, et puis pop, voilà, ça disparaît du truc. Voilà. Oui, parce que là je suis pas en train de dire, Morgane, que ce ne sont pas des choses qui n'existent pas. Au contraire, ça existait, ça existait en large. La mise en scène en plus elle le suggère, donc voilà. Mais là où d'autres films par le passé, je trouve, ont su mieux mettre en scène l'épouvante issue de cette violence sexuelle, ici on n'est pas vraiment dans l'épouvante, on est dans le domaine du cheveu sur la soupe, et c'est ça que je reproche à The Brutalist. On est vraiment dans le domaine en fait de l'attraction, en fait, c'est ça, qui va faire que le film va durer, en fait, pour que ça justifie ces 3h30. Ben oui, parce qu'après, il y a la fameuse scène où Felicity Jones a un dîner avec des hommes d'affaires, comme ça, accuse Guy Pearce de ce qui s'est passé. Qui entraîne sa chute, qui disparaît, voilà. En tout cas il disparaît, qui n'est pas une scène nulle, mais au moins on revisite le bâtiment d'une certaine manière qu'il a construit, et voilà. Mais c'est effectivement un film dont en fait j'ai l'impression qu'on voit beaucoup trop les artifices, et que j'ai jamais... Alors au début si j'étais pris dans le film, mais qu'à partir d'une heure et demie, voilà, j'ai l'espèce de bâtiment qu'il a conçu, donc le film finit par vaciller et s'effondrer. C'est assez marrant parce que c'est un film sur un architecte, et finalement ça s'effondre, donc très, très déçu, moi. Pour ma part je l'attendais beaucoup, et très déçu. Moi non, j'ai aimé, mais comme je l'ai dit, avec des réserves, et aussi dans la liste des réserves, Morgane, pour conclure sur The Brutalist, je voulais aborder la toute dernière séquence en forme de twist, que j'ai trouvé pas ridicule, mais pas très bien amené non plus. C'est un peu Brady Corbet qui a admis son échec, en fait, c'est qu'il n'est pas parvenu à faire comprendre. Alors certains ont dit qu'il l'avait compris, moi je l'avais plus ou moins pressenti, mais c'est pas non plus clair, que le bâtiment a été conçu d'une manière à faire évoquer les camps. En fait, c'est Laszlo Toth qui a voulu construire l'église, enfin c'est pas une église, c'est une espèce de centre avec une église à l'intérieur, pour évoquer les camps, et le fait qu'il ait été éloigné de sa femme pendant tant d'années, etc. Et en fait, ça, on nous l'explique à travers une scène explicative, un discours d'un personnage. En fait, c'est Sofia qui est plus grande, à une biennale à Venise. Et en fait, on nous explique ce que n'a pas en fait réussi à faire comprendre Brady Corbet par l'image, alors que c'est un film qui se veut un film de mise en scène, et finalement, il y va pour le discours. Et en fait, ça se fait se poser des questions sur le film en lui-même. Et est-ce que la mise en scène était si bien que ça ? Parce que finalement, oui, il y a une volonté de faire monumental, mais la mise en scène n'est pas exceptionnelle. Ça reste quand même globalement du champ contre champ. Bien sûr. Quelques belles séquences, effectivement, de caméra amenée qui suit les personnages, mais en soi... beaucoup je trouve... aussi, pardon Morgane, de ça, on n'en avait pas parlé en off, en dehors du podcast, mais beaucoup de tremblements de la caméra pour essayer de suggérer, d'appuyer une nervosité au sein du film, mais qui pour moi est toujours absente plus ou moins de l'histoire. Ah oui, pourquoi pas, en soi je suis pas contre l'idée que la caméra bouge, mais oui, voilà. Mais voilà, c'est un film, pour moi, je l'ai dit, ça m'a déçu, et je suis pas très content. Non, mais après je crois aussi, pour conclure là-dessus, que je peux comprendre que le film soit encensé, parce qu'il a voilà, ce côté grandiose, etc., qui pour moi est en fait un peu plus diminué que ce qu'on en dit. Mais je crois en fait qu'il faut aussi arrêter, là voilà, on est en 2025, il faut arrêter de vouloir voir des films comme on a fait
par le passé, de manière nostalgique, des grandes fresques. Ah, là, j'en sais rien, moi, Le Parrain, There Will Be Blood, Magnolia, enfin, Les Affranchis, enfin bref, je cite Il était une fois en Amérique. Pardon ? Il était une fois en Amérique. Oui, voilà, non, mais il faut... Enfin, je crois qu'il faut arrêter de courir après ce cinéma qui a existé, et c'est très bien qu'il a existé. Il faut accepter aussi, en quelque sorte, la nouveauté, mais voilà, enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre, je trouve, la réception de ce film. C'est-à-dire que tout le monde a l'air d'être content parce qu'on le met au niveau de films qui commencent à dater, comme si on était... nostalgique de ce cinéma qui n'existe plus. Et c'est pas grave, le cinéma évolue. Enfin, je trouve que, en fait, dans la réception, Morgane, de Brutaliste, il y a un enthousiasme qui est assez passéiste. Je pense qu'on a surtout encensé le geste plutôt que le film en lui-même. Voilà, c'est ça le mot de la fin. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, on a terminé sur Brutalist et on va passer à un autre film qui était à Venise, un film italien mais américain, en fait le réalisateur est italien mais c'est un film américain qui s'appelle Queer de Luca Guadagnino. Luca Guadagnino continue son rythme d'un film par an avec Queer, présenté à la dernière Mostra de Venise, reparti bredouille et snobé pendant la saison des Awards. C'est un scandale. Cette adaptation du roman culte de William S. Burroughs est un projet qu'il souhaitait entreprendre depuis sa découverte à 17 ans, d'où l'ouvrage. Alors Morgane, juste on va préciser rapidement que le roman Queer, toi et moi, on l'a lu. Oui, bien sûr, oui. De toute façon, on allait forcément en parler du roman un peu plus tard. Accompagné du scénariste de Challengers, Justin Kuritzkis, il signe une adaptation à la fois fidèle et personnelle, avec Daniel Craig dans le rôle de William Lee, soit l'avatar de l'écrivain, et la star montante Andrew Starkey, qui incarne l'objet de tous ses désirs, Eugene Alors pardon, je vais t'embêter, c'est pas Andrew Starkey, c'est juste Drew. Ah, c'est Drew. Je pensais que c'était un diminutif qui s'appelait vraiment Andrew. Mais moi, je l'ai vu indiqué partout, Drew Starkey. C'est comme s'il s'appelait Niel Craig, c'est un peu bizarre. Mais... Merci Julie. Du coup, le résumé. Oui, donc ce sera un peu le résumé du livre de Burroughs. Lee est un écrivain américain qui erre sans but dans les bars gays de Mexico, à la fois pour fuir un trauma, que le film aborde plus ou moins, mais qu'on connaît forcément mieux si on a lu le livre, on y reviendra plus tard. Mais aussi, on le comprend vite pour trouver quelque chose qui, je crois, on peut le dire, se rapproche de l'amour. C'est au moment où Lee ne semble plus trop y croire qu'il tombe sur un certain Allerton qui, sans partager ses sentiments, se laisse quand même entraîner par Lee dans ses obsessions. Alors oui, effectivement, Obsession, c'est un film sur le désir, l'obsession, c'est ce qui est le sujet du livre de base. Et le désir unilatéral. Oui, enfin, c'est le désir que quelqu'un peut éprouver vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Voilà. Oui, mais sans réciprocité, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Ah ouais, non, mais bien sûr, mais je disais le thème du livre, c'est ça que je veux dire. Et donc, du coup, j'avoue, j'ai beaucoup aimé le livre et j'étais assez content que ce soit adapté, mais j'avais quand même des... On avait peur tous les deux, je me rappelle. Parce que moi, enfin... peut-être plus que toi encore, mais j'ai du mal avec le cinéma de Guadagnino. T'es pas du tout un fan de Guadagnino. Non. Par exemple, un film que beaucoup aiment bien, moi je l'aime pas trop, c'est Call Me By Your Name. Suspiria, ça a été un enfer. Ça a été aussi douloureux qu'une piqûre sans anesthésie. Et après, même tous ces films avant, Amoré... le truc avec la piscine, j'ai oublié le nom, avec Bigger Splash avec Dakota Johnson et Tilda Swinton, je crois. Tilda Swinton, je trouve insupportable ce film. Voilà, donc j'avais un peu des réserves, mais depuis d'autres films, je trouve qu'ils s'améliorent, ils se bonifient avec le temps, comme le vin. Il y avait le film avec Timothée Chalamet qui était pas mal, espèce de teenage movie horrifique, Bones and All, c'était plutôt bien. Et Challengers, pour le coup, bonne surprise. L'année dernière, c'était pas génialissime, mais voilà, c'était un bon film dynamique sur l'ambition. Il y avait l'idée dedans. Bon triangle, c'était original. Ouais, bon triangle amoureux, bon film de mise en scène aussi. Enfin voilà. Et donc Queer. Quid de Queer du coup pour faire une mauvaise blague et en fait je suis assez soufflé par le film. Je trouve que c'est son plus beau film, peut-être son premier grand film en tout cas, oui. Mais j'irais même plus loin, Morgane, quand tu dis beau film, et je crois que c'est important de le mentionner, jusqu'à présent, là 2025, moi je trouve que c'est juste en termes d'esthétique, c'est le plus beau film que j'ai vu de l'année. Ah oui, mais après c'est facile. Non mais bien sûr, non mais il faut le dire, c'est le plus beau film que j'ai vu de l'année. Je le dis d'autant plus que tout le monde en fait des caisses sur The Brutalist, l'image filmée à la pellicule, enfin on peut filmer n'importe quoi à la pellicule, si on sait pas éclairer correctement un meuble, ça sert à rien. Là, le film
est beau. Oui, mais c'est facile parce que tu as le meilleur chef-op au monde actuellement. Alors, mentionne le nom. Qui est, Morgane, selon toi, le meilleur chef-op au monde actuellement? Dis-le. Lâche son nom. Yora Montolenghi, non, je déconne, tu disais chef. Non, ça c'est pour la cuisine. Chef-op, oui. C'est Sayombu Mongdeprom, c'est le chef opérateur. Alors, de base, il s'est fait connaître parce que c'était le collaborateur, et c'est toujours d'ailleurs le collaborateur de Apichatpong Weerasethakul, donc c'est un Thaïlandais. Et que ensuite il a fait une collaboration avec comme il s'appelle, Miguel Gomes, le réalisateur notamment de Grand Tour, mais il avait déjà fait ses films précédents. Guadagnino, ça doit être son 3e ou 4e film avec lui. Il me semble qu'il avait déjà fait Call Me By Your Name, donc ça fait même son 5e film avec lui, et aussi M. Night Shyamalan. C'est lui qui fait ses derniers films depuis. Ah, donc c'est lui qui a fait Trap aussi. Trap, Old aussi, et Knock at the Cabin. C'est un très très bon chef-op. Notamment les scènes nocturnes sont incroyables. Il fait des nuits magnifiques, mais même tout en général. Et du coup, effectivement, c'est pour ça que je te dis, c'est facile. C'est pas facile, hein, mais c'est vrai que quand tu bosses avec un type comme ça, t'as esthétiquement, visuellement, la lumière est incroyable. Et en plus, d'autant plus que tu fais bien de citer The Brutalist. Il a été tourné en Hongrie, The Brutalist, et il arrive à donner une illusion d'Amérique. Là, c'est tourné dans les décors de la Cinecittà à Rome. Donc du carton-pâte, c'est ça qui est extraordinaire. Et il utilise des matte painting, donc pour faire des fonds, de donner l'impression de profondeur à façon le Narcisse Noir ou les films d'Hitchcock. Oui. C'est quoi le matte painting? C'est des espèces de cartons peints en fait et qui sont mis au fond pour donner une impression de profondeur de champ, de décor au loin. Alors qu'en fait c'est tourné en studio, et effectivement c'est le Mexique, c'est l'Équateur, la Colombie, mais tout ça a été tourné en studio, et c'est assez éblouissant. Moi je trouve ça fou, Morgane, parce que ça donne une espèce d'inquiétante étrangeté à Queer, c'est-à-dire qu'il y a des moments on ne sait pas si on est sur une scène de théâtre, mais qui semble un peu trop large, étendue, ou si on est dans des vrais décors, mais les décors ont l'air un peu trop faux pour que ce soit des vrais décors. Ah, c'est pas réaliste, c'est vrai, ça, c'est voilà, clair. Non, mais c'est ça, c'est qu'il y a une espèce d'entre-deux qui rajoute, je trouve, un supplément d'âme à l'histoire, et qui, pour moi, colle parfaitement, on va dire, aux états émotionnels et aux atermoiements donc du personnage principal Lee, parce que le film, le film, il y a 2 sortes d'événements dans Queer. Il y a des événements, des choses qui se passent à l'extérieur de Lee, donc des événements factuels. Il rencontre des hommes, il a des histoires avec des hommes, il voyage à tel endroit, etc., etc. Mais il y a aussi des choses qui se passent qui sont de l'ordre on va dire du fantasme morbide, voire du cauchemar, donc qui se passe à l'intérieur de Lee. C'est pour ça, pour moi, le film, il se sépare en 2. Il y a vraiment un extérieur et un intérieur. Et je trouve que, encore une fois, le fait que le décor, on ne sache pas si c'est... Enfin, on ne le sait pas si on ne l'entend pas, en fait. Enfin, si on ne nous le dit pas. Si nous, on le sait parce qu'on a vu une interview de Guadagnino, sa fameuse masterclass, qui expliquait que tout est faux. Mais voilà, ce côté-là, je trouve, rencontre bien la dichotomie de Queer. Donc le livre fait très introversion. Là, forcément, dans le film, c'est du cinéma. On a un peu plus des deux. Oui. Mais voilà, ça se sépare vraiment entre, on va dire, les angoisses de Lee et ce qui traverse dans le réel. Et donc, par rapport à ça, moi, j'ai vu... en tout cas, je pense que comme toi, Morgane, pour l'instant, c'est mon film préféré de l'année. Grosse surprise. Ah non, mais vraiment étonnamment. Je veux dire, Guadagnino, je l'aime bien, mais bon, sans plus non plus, tu vois. Et je trouve ça dommage, je le disais, qu'il n'ait pas eu un seul prix. C'est même n'importe quoi. C'est la vie. Bah non, mais c'est encore une fois la vie des films LGBT. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça dépend, il y en a qui ont des prix, mais c'est pas forcément les meilleurs. Voilà, tu vois très bien où je veux en venir. C'est-à-dire que ceux qui ont des prix, bon, désolé, je veux dire gratuitement, c'est ceux qui peuvent le plus plaire aux hétéros. Hein. C'est ceux aussi qui ont une espèce de dimension pathos. Je pense notamment le cinéma de David Dolan et Lucas Dont. Ceux qui sont très dramatiques. En tout cas, là, pour en revenir à Queer, moi, je vais parler des scènes d'intériorité.
Alors, il y a... Oui, juste pour dire que... Vas-y, je t'en prie. Parce que j'étais sur la dichotomie externe-interne, le discours en fait du film. Le style de Burroughs, c'est très particulier. C'est un style très direct, très flot de pensée. Et en fait, il a un verbe qui est particulier. Et dans un langage plutôt familier. Oui, plutôt familier. En fait, c'est un personnage très vulgaire souvent. Donc, Et d'ailleurs, on peut en parler. Le film de Guadagnino édulcore Lee dans le sens où Lee, nous, on a lu le livre. C'est une ordure. C'est un enfoiré, hein, oui, je le dis d'emblée. Mais il reste touchant. Et c'est vrai qu'il, voilà. du coup, Guadagnino fait le choix de le montrer un peu ordurier, mais pas trop, mais en appuyant plus sur son côté touchant. Aussi parce que je pense, Morgane, on en avait parlé, mais il y a des choses dans le livre qui, à mon avis, passent pas dans un film qui sort 2024-2025. Par exemple, dans le livre, non, mais il faut le dire. Il y a des séquences où il s'imagine qu'il pourrait coucher avec des jeunes de 12-13 ans. Enfin, là, il s'imagine, hein, il le fait pas, mais, mais voilà, c'est vrai que ça passerait mal. Mais pour dire que c'est un personnage qui est complètement en fait, malade en soi. Et justement, en fait, tu te dis que... il y a cette espèce de séparation, mais parce que le cinéma induit ça, parce que c'est effectivement le point de vue, une question de point de vue. Mais il arrive quand même à créer une espèce de doute tout le temps, et du coup, qu'est-ce qui est faux et vrai? Et en fait, ça correspond complètement à l'écriture en fait de Burroughs. C'est Mexico, l'Équateur, etc., mais vu par l'œil de ce personnage-là. Oui, et puis il y a déjà, je trouve, le sentiment d'irréalité qui est généré, mais dans le livre, comme dans le film queer, par le fait que, Lee, oui, même si on parle d'histoire avec des hommes, c'est aussi un film qui est donc un livre qui parle de déracinement, c'est-à-dire qu'il n'est pas chez lui. On sent qu'il fuit son chez lui, et à travers la fuite de son chez lui, il y a la fuite de soi, au final. Et donc le film fait le choix de faire des allusions à ça, mais n'en parle pas frontalement, ce que je trouve bien en termes de mise en scène, pourquoi pas. C'est que donc, qu'est-ce qu'il fuit? Il fuit le fait qu'il a accidentellement tué sa femme. Alors le film l'aborde avec quelques scènes oniriques, mais... on le comprend pas forcément si on n'a pas lu le livre. C'est pour ça que j'en parle ici. Mais même le livre en soi, il est pas très clair en fait. C'est vrai. En fait, faut savoir que William Burroughs parle toujours de lui plus ou moins dans ses livres, et en fait, du coup, c'est intéressant de connaître sa vie à côté pour comprendre, pour, on va dire, un peu plus élaborer sur ce qui se passe dans les livres. Et effectivement, il a tué accidentellement sa femme en jouant à Guillaume Tell avec un pistolet. Alors, attends, explique qu'est-ce que c'est jouer à Guillaume Tell. Tout le monde ne sait pas. C'est forcément. Le fameux jeu où le fameux jeu. Non, mais c'est pas le jeu auquel on joue tous. Non, c'est pas un jeu, mais Guillaume Tell, il tirait une flèche sur la pomme au-dessus de la tête de quelqu'un. Ouais. Et le jeu auquel on ne joue plus. Et du coup, lui et sa femme, ils avaient ce jeu-là qu'ils faisaient souvent apparemment, et ils l'ont refait dans un bar. Et comme les deux étaient, parce qu'on va en parler. L'autre sujet de queer, en dehors du désir, c'est aussi l'addiction. Et les deux étaient très drogués. Et c'est aussi pour ça qu'il a dû quitter les États-Unis, parce qu'en fait, Burroughs a été chopé par la police américaine, et ils ont voulu l'emprisonner. Il a fui avec sa famille, parce qu'il a des enfants aussi, avec sa femme au Mexique. Et parce qu'il prenait de l'héroïne, enfin pas mal de choses. Ah oui, il a touché à tout. Ouais, mais sa femme aussi. Et du coup, les deux étaient drogués. Et malheureusement, elle lui a dit de tirer sur un verre au-dessus de sa tête. Et en fait, il lui a tiré dans la tête. Et du coup, voilà. Donc, le film le met un peu en cette espèce de fantôme en fait du film. Et c'est pas frontal, mais il y a une scène qui évoque fortement ça en tout cas. Oui, complètement. Alors après, dans les autres scènes introverties, disons, qui sont un peu moins glauques que celle-là, il y a des scènes que moi j'ai trouvées très belles, qui sont justement les scènes qui se raccordent à ce dont tu parlais tout à l'heure, Morgane, au désir, où on voit Lee s'imaginer caressant le corps d'Allerton, s'imaginer étant proche de lui d'une manière ou d'une autre. Et je sais que toi, tu ne l'as pas aimé. Enfin, pas spécialement apprécié, mais dans le queer de Guadagnino, il y a, on va dire, certaines libertés prises par rapport aux matériaux de base, donc au livre, dans l'adaptation. Et c'est donc la fameuse séquence où Lee et Allerton vont voyager pour trouver de l'ayahuasca. Alors, ils disent yagé dans le film, mais bon, ils expliquent bien que le yagé et ayahuasca, c'est la même chose. Ouais. C'est juste qu'aujourd'hui, on a plus tendance à dire ayahuasca que yagé. Oui, c'est ça. C'est parce que ça s'est beaucoup plus popularisé comme terme. Le terme, c'est plus démocratisé.
Et donc, il y a une séquence. Alors, je sais encore une fois que toi, elle t'a pas ému. Moi, à deux doigts de sortir les mouchoirs et de la chialade devant. C'est une belle scène en soi. En fait, Voilà. moi, j'ai beaucoup aimé. Je sais que tu n'as pas apprécié parce qu'il y a un côté danse contemporaine, théâtre de Châtelet-Léal. Ok, je reconnais. J'ai juste du mal avec cette séquence que pour moi, j'y vois le côté un peu muséal que peut avoir des fois le cinéma de Guadagnino, mais moi, performance. Je veux dire ce que j'ai trouvé de beau là-dedans, Morgane. Oui. C'est que dans cette séquence de danse, en fait, pour essayer... c'est une scène de prise de drogue de base. Voilà, c'est une scène de prise de drogue et donc c'est une scène de transe, de trip, peu importe comment on l'appelle. C'est une scène de trip. Voilà. Et donc, dans ce trip, il y a une chose que j'ai trouvée magnifique, c'est que, alors déjà, c'est la réunion de Lee et d'Allerton, c'est-à-dire c'est comme la seule fois où ils parviennent à s'aimer réciproquement, ce qui n'existe pas dans le livre, hein, encore une fois, c'est-à-dire que là, c'est vraiment Guadagnino qui a tenu à mettre ça en scène. Parce que dans le livre, en fait, ils vont chercher le yagé et ils tombent sur quelqu'un qui leur donne pas, en fait, le yagé. Oui, et donc là, ils le prennent et il y a cette séquence donc, de transe amoureuse, mais alors ce que j'ai vraiment aimé, c'est que dans la transe, et pour symboliser l'amour, il y a l'idée de passer sous la peau, vraiment littéralement sous, avec les mains, la peau de l'être qu'on aime. Si vous n'avez pas vu le film... Il y a une fusion de la peau des corps. Non, mais c'est même pas la fusion, c'est vraiment arriver à se glisser dans la peau de l'autre, et comme si la peau était une espèce de matière plastique, et on arrive à toucher en dessous, et comme si on touchait le sang, les veines, etc. Et j'ai trouvé ça fabuleux, transcendant. Et certes, la danse, elle est, on peut dire qu'elle est ridicule. Moi, je l'ai pas trouvé ridicule. Mais c'est pas une question de ridicule, non. Mais cette idée, voilà, de vivre l'amour avec quelqu'un d'autre en passant sous sa peau et en l'illustrant de cette manière-là, c'est une des plus belles choses que j'ai vues ces dernières années au cinéma, je le dis. Mais après, ça... Waouh, statement. Non, mais c'est vrai. Non, mais après c'est pas, ça va pas du coup à l'encontre du livre, puisqu'en fait le livre parle aussi de, comme tu disais, d'un amour non réciproque, d'insynchronisation en fait des sentiments. Enfin, Lee de toute façon, il est toujours dingue d'Allerton, mais Allerton, on sait jamais, il est un peu spécial quoi. En fait, on n'arrive pas à sentir sa personnalité aussi parce qu'on le voit à travers Lee qui n'arrive pas lui-même à sentir sa personnalité. C'est ça, ouais. En fait, on a l'impression que c'est une coquille vide. Ça n'en est peut-être pas une, mais comme on voit tout à travers Lee, bah forcément le personnage d'Allerton il est vu à travers les yeux de Lee, on n'a pas sa profondeur à lui. Et Morgan, Drew Starkey, moi je l'ai trouvé génial dans le rôle il joue très bien représenter ça. Cette espèce de modèle très beau, voilà, c'est avec quand même quelque chose derrière en fait cette espèce de surface. Et non, et du coup ça va pas du tout à l'encontre du livre, puisqu'en fait c'est le seul moment où ils sont synchrones, mais c'est grâce à la drogue, et en fait ils y reviennent pas, et après bah ça suit le cours du livre où en fait ils vont pas se retrouver. Mais non, très belle, très belle séquence en soi, mais prise dans le film, ça m'a un peu sorti, parce que pour moi, on arrivait toujours dans toujours vouloir véhiculer des émotions par des séquences musicales de danse. Enfin, j'en ai un peu marre en fait de voir ça dans le cinéma. Je comprends. Et notamment, Guadagnino. Après, justement, on parlait de musique, etc. Le score de Trent Reznor et Atticus Ross est magnifique et appuie vraiment cette espèce de ouais, je vais pas dire de romantisme, mais un petit peu forme lyrique, on va dire, très lynchien en fait, très Badalamenti, le mec qui fait celui qui faisait les musiques de David Lynch. On ressent ça beaucoup dans le film, et je trouve que souvent la musique c'est un peu trop dans les films. Là c'est parfait, même si quand même une réserve, c'est qu'à côté il utilise beaucoup de musique contemporaine qui sont pas du tout dans la temporalité, parce qu'il y a du Nirvana, il y a du New Order aussi, New Order, il y a une très belle séquence de prise de drogue avec New Order, il y a du Sinéad O'Connor, tout ça, mais je trouve que vers la fin, quand il veut terminer son film, il en met un peu trop à la suite, et pour vraiment arriver au bout du bout, et je trouve que bon, peut-être que t'aurais dû mettre un peu de silence par moment, mais voilà, après voilà, il aime bien la musique, il aime bien les trucs un peu pop aussi, mais le film est très beau, ouais. C'est une très belle adaptation. Oui, je disais même en matière de lumière tout à l'heure, mais en matière de couleurs, c'est pareil, c'est assez génial. Enfin, je veux dire, les rouges, les bleus, le soleil, tout, quoi. Enfin, même les scènes oniriques, elles sont bien. Il n'a pas forcément adapté les scènes oniriques du livre, mais elles sont très bien aussi. Enfin, non, pour moi, c'est complètement un film majeur. On en a terminé, Morgane, avec Queer. Oui. On passe, un film malheureusement un peu moins majeur, mais on va en parler à détail. Hein. On va parler du biopic
sur Bob Dylan, Un parfait inconnu de James Mangold. James Mangold est un réalisateur inégal. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Morgane, ou pas? Oui. Alors après, moi, j'ai jamais trouvé qu'il avait fait des grands films, mais ça reste un bon faiseur, un bon artisan, voilà, du cinéma hollywoodien. Je sais pas si j'aimerais qu'on dise de moi que je suis une bonne faiseuse, mais bon, pourquoi pas. Non, mais il fait des films qui sont qualitatifs, quoi. Je veux dire, j'ai pas vu de mauvais films de James Mangold. On a déjà parlé de James Mangold à Arrêt Caméra, il me semble, Morgane, pour son dernier Indiana Jones. Sympathique, mais sans plus. On le connaît aussi pour avoir réalisé Le Mans 66. Moi, c'est le film qu'il a fait que j'ai trouvé le mieux de lui. 2 films X-Men aussi, The Wolverine et Logan. Bon, The Wolverine, c'était pas bien quand même. Ah bah oui, non mais bien sûr. Et si je remonte encore un peu dans le temps, un film sur la même période musicale qu'Un parfait inconnu, Walk the Line avec Joaquin Phoenix. Ah, c'est un peu le film cousin là. Bien sûr. Toujours dans la veine du biopic, A Complete Unknown ou Un parfait inconnu en français nous entraîne avec Dylan Chalamet à l'époque où la folk a enfin percé aux États-Unis. Le résumé un peu plus détaillé arrive avec toi, Morgane. Alors, New York, début des années 60, au cœur de l'effervescente scène musicale et culturelle de l'époque, un énigmatique jeune homme de 19 ans, Bob Dylan, arrive dans le West Village depuis son Minnesota natal avec sa guitare et un talent hors norme qui changeront à jamais le cours de la musique américaine. Donc, Un parfait inconnu, comme je le disais, c'est un biopic et on va mettre les 2 pieds dans le plat. Le problème des biopics, c'est que souvent, on l'a dit, on l'a répété des tas de fois à Arrêt Caméra, toi et moi, Morgane, les biopics ont souvent un aspect Wikipédia, c'est-à-dire voilà, on se contente de dérouler la vie de quelqu'un, alors que ce soit la vie dans son ensemble d'une personnalité ou que ce soit quelques années. Là, c'est un bon choix, c'est que quelques années. Généralement, en ensemble, t'as l'impression quand même de t'avaler la fiche Wikipédia en entier. Non, mais c'est ça. Bon, après, malheureusement, voilà, il y a des séquences dans la vie de quelqu'un qui méritent d'être examinées, scrutées à la loupe, d'autres un peu moins. Des années où quelqu'un ne connaît que le succès, où il ne arrive que des bonnes choses, on va dire, dans son ensemble, où tout le monde le trouve génial. C'est pas que je veux que des personnages souffrent, mais en fait, au bout d'une heure, on en a un peu marre. Enfin, ça manque d'enjeu. Oui. Ouais. Non, mais je vais être concrète. C'est que là, dans Un parfait inconnu, donc on a Chalamet, comment ça se passe? Chalamet, il fait 3 accords à la guitare, il chante de sa One at the Yard. Les femmes, elles sont là, ouah, c'est génial. Les hommes, ils sont là, ouah, c'est génial. Et puis, il en a marre qu'on lui dise c'est génial, donc il boude, donc il fait autre chose. Et puis tout le monde est là, ouais, c'est génial, donc il reboude, il refait autre chose. Enfin, le film, je trouve, est assez redondant. C'est un peu le début de la carrière de Bob Dylan, oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Et je ne dis pas le contraire. Je dis juste qu'en tant que spectateur, bon, c'est difficile d'y trouver un intérêt. Enfin, je veux dire, un film quand même... même si je demande pas que ce soit un mélodrame, mais enfin, un film, il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas, il peut y avoir la variété, il peut y avoir de la complexité. Et je trouve que tous ces aspects-là qui peuvent faire la richesse d'une mise en scène sont complètement absents d'Un parfait inconnu. En fait, Mangold, c'est un parti pris dans le film, c'est d'aborder Dylan qu'à travers les regards des gens, des fans, ou des gens qu'il a connus. Des femmes. Des femmes aussi, mais pas que, hein, non, des hommes. Non, des hommes aussi. Oui. En fait, parce que l'idée de Dylan, c'est qu'il s'est construit une personnalité en faisant table rase sur son passé. Notamment c'était un juif du Midwest, voilà, c'était pas forcément les personnages qui croisent qui sont des New-Yorkais, des gens un peu érudits ou alors un peu hype, qui certains d'ailleurs ont un peu de mépris, notamment il y a une fameuse séquence où il a une soirée sent, oui. Et il y a la sœur de Sylvie, donc Sylvie qui est sa compagne de l'époque, et la sœur qui lui dit, enfin je crois que c'est sa sœur, ouais, c'est sa sœur parce que elle la cite pardon comme telle, qui voit parce qu'il a reçu ça depuis sûrement sa famille qui lui a envoyé un courrier avec un espèce de livre avec des images, des photos de son enfance, et en gros elle lui dit que on voit que c'était un plouc, pardon, et que pas forcément qui vient d'un univers très gauche en fait, il vient peut-être plus d'un univers un peu de droite ou du moins plus conservateur.
En mode, faut se méfier peut-être, on connaît pas son passé. Et puis tout ça devient un élément d'embrouille avec Sylvie. Et finalement, en fait, voilà, tout le film est vu de ce regard-là, qui a toujours ce mystère. Le film ne cherche jamais à expliciter, il n'y a pas ce côté freudien que certains films de biopic, en tout cas, essayent de dire pourquoi le génie, comment le génie, d'où ça vient, etc. Quels sont là, c'est inné. Il arrive, il est talentueux. Il est génial et puis c'est tout. Mais en vrai, c'est un peu ça. C'est toujours. Bob Dylan, il avait ses idées, il avait ses. Mais est-ce que vraiment il faut forcément puiser dans son passé pour comprendre le génie? Pas forcément. Il a su aussi comprendre ce qu'il vivait. Le contemporain pour en puiser dedans et faire quelque chose de génial. Et c'est d'ailleurs ce qui explique très bien le film, c'est que en parallèle on a toutes les actualités, les années 60, la crise des missiles à Cuba, la guerre du Vietnam. On a aussi la montée du rock, etc. Et l'assassinat de Kennedy aussi. Oui, l'assassinat de Kennedy, pardon. Oui. Et en fait, tout ça, il s'en est servi, il a puisé dedans pour construire aussi sa carrière. Et en fait, c'est ça en fait que les gens comprennent pas. Ils essayent toujours de dire, mais comment c'est possible, etc. Qu'est-ce que c'est que son passé? Et en fait, c'est ça aussi. Bob Dylan, c'est un type complètement contemporain qui a chopé tout ce qui marchait. Et il avait une envie de faire de la folk, mais pas que. Oui, il s'est adapté à son époque. Et après, bon, il a essayé, on va dire, de trouver quelque part un terrain d'entente entre ceux qui voulaient parler de son temps et en même temps ceux qui voulaient vraiment faire. Et ce qu'il voulait vraiment faire n'était pas forcément dans les carcans qu'on a voulu lui imposer. C'est ça. Et déjà, le film réussit à le faire, mais c'est aussi la limite du film. Je sais pas si tu... Bon, moi, j'ai pas du tout aimé, je le dis d'emblée. Moi, j'ai plus aimé quand même. Tout à l'heure, pour Queer, je disais que c'était le film que j'ai préféré de l'année. Je pense que pour Un Parfait Inconnu, c'est le film que j'ai le moins aimé de l'année pour diverses raisons. Pas spécialement que j'ai détesté le film, mais je l'ai trouvé assez inutile et vain. Et ce que je trouve... De plus dur finalement qu'on puisse dire à propos d'un film. Je trouve quand même que c'est un film pour les fans de Bob Dylan. Alors personnellement, je ne suis pas spécialement une fan de Bob Dylan, ou pour les gens qui ne savent pas grand-chose dessus. Oui, voilà, c'est ça. Si tu penses que tu ne peux ne pas connaître Bob Dylan et quand même apprécier le film. Parce que... Non, mais quand je dis que je trouve que c'est un film qui est fait pour les fans, c'est que le film donne la part belle, et c'est peut-être un peu incontournable quand on parle d'un artiste musical, aux séquences de concerts, live, etc., qui prennent beaucoup de place à l'intérieur. C'est un choix, mais pourquoi pas. Ouais, c'est un problème de tous mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que James Mangold, c'est pas le seul à faire ça. Est-ce que c'est un vraiment problème aussi? Parce que c'est aussi à travers... c'est trop. Oui, c'est aussi à travers l'art qu'il se définit aussi. Bien sûr. Après je trouve qu'il y en a trop. Je trouve que c'est trop. Et alors, à la limite, ça m'aurait pas dérangé s'il y en avait beaucoup et s'il y avait quelques variations. Mais là, c'est ce que je disais au début, quand on a commencé à parler d'Un Parfait Inconnu, c'est que le mode opératoire de ces séquences-là est toujours les mêmes. C'est-à-dire, il y a toujours un côté Jésus, en fait, qui m'a gêné un peu. Oui, c'est-à-dire que Bob Dylan, c'est Jésus, il fait un truc, tout le monde est émerveillé, il y a quelques détracteurs, mais après les détracteurs, ils sont potentiellement émerveillés. Enfin, vraiment, c'est les limites du film, c'est ça que je voulais dire. Non, mais c'est vrai, il y a un côté Jésus, il y a un côté hagiographique, c'est un peu chiant. Finalement, le film m'a plus intéressé, si je dois y trouver un intérêt, ce qui est compliqué dans un biopic qui parvient pas du tout à sortir du marasme dans lequel se trouvent la plupart des biopics, c'est que c'est un film qui aborde bien, comment dire, le côté réactionnaire des fans de musique. C'est-à-dire, les fans de musique, ils veulent une musique, ils n'en veulent pas une autre, et dès qu'on essaie de les en sortir, que ce soit les fans, quand je dis les fans de cette musique, que ce soit le public ou que ce soit les chantres, les promoteurs de ce genre musical. Là, c'est la folk. Voilà, la folk en l'occurrence, effectivement, Morgane. Il faut que tout reste bien carré, ne dépasse pas, etc., etc. Donc ça, je trouve que le film l'aborde bien. Maintenant, l'aborder au prétexte que, on en revient toujours à ça, son personnage principal, Bob Dylan, est un génie incompris. Enfin, moi, ça me fait quand même un peu doucement rire quand on voit qu'il a eu le prix Nobel de littérature, etc. Enfin, en fait, je trouve ça compliqué d'aborder un film en disant c'était un génie incompris, gna gna gna, alors que
aujourd'hui, enfin voilà, il y a un consensus dessus. Enfin, c'est voilà, faire comme si il n'y avait pas eu ce consensus-là. Enfin, c'est un peu malhonnête. En fait, enfin, moi, ça m'a gonflé, voilà. C'est pas ce qu'il dit le film, mais je comprends ce que tu veux Bah, dire. bien sûr que si. Il dit pas que c'était un génie incompris. Il dit que c'est juste que les gens qui ont au début été du côté de Dylan, il y a eu un schisme parce qu'ils ont trouvé qu'il a arrêté de faire de la folk et qu'il a commencé à faire du rock et tout. Ils étaient toujours de son côté, mais ils ont voulu le forcer à faire autre chose. Mais il dit pas que c'était un génie incompris, parce que en fait, ce qui ne montre pas, mais ce qui existait, c'est qu'à côté, il y avait quand même un gros plébiscite, même s'il faisait autre chose. D'ailleurs, les Rolling Stone Magazine, alors ça s'appelle Rolling Stone aussi parce qu'il y a le groupe Rolling Stone, mais c'est aussi une référence à Like a Rolling Stone de Dylan, je veux dire. Et d'ailleurs, je crois que cet album-là, c'est le numéro 1 avec Sgt Pepper, je crois, de leur top 100 des années, de toutes les histoires, tous les albums de tous les temps. Mais voilà, donc il y avait quand même un plébiscite. C'est vrai mais c'est juste que le film s'intéresse vraiment que comment la communauté folk a réagi vis-à-vis de ça. Mais je suis d'accord, ça fait un peu léger pour un film et ça manque peut-être d'enjeu. Et surtout, dans la mise en scène en elle-même, le film se piège parce que du coup, la plupart des séquences, en dehors des séquences où on le voit vivre, etc., composées, les séquences musicales qui prennent quand même pas mal de place parce que c'est un film qui dure 2h20 et je dirais qu'il y a au moins 40 minutes de musique, de scène où il chante. C'est toujours genre soit l'autre artiste qui est avec lui en duo qui le regarde, soit c'est les autres artistes qui sont en coulisses qui le regardent, ou alors les types qui gèrent un festival qui le regardent, les fans, son ex ou sa femme, enfin sa copine de l'époque. On est tous condamnés à le regarder et être en pamoison, c'est assez lourdingue. Ouais, alors c'est pas que de la pamoison, les regards, c'est aussi il y a des gens qui sont tristes parce que il brise le cœur de quelqu'un, enfin voilà. Mais voilà, c'est toujours des échanges de regards par rapport à Dylan qui lui est montré effectivement comme une espèce de Jésus. Et c'est vrai qu'au bout de 1h10, 1h15, la bascule, c'est vraiment 65 qui commence par une super séquence où il se balade et en fait il se rend compte que lui il se rend pas forcément compte, mais nous on se rend compte en tout cas via la mise en scène que on retrouve la rue où il était au tout début du film, où il allait faire un concert en fait comme à New York souvent il y a des trucs au niveau du trottoir, sous le niveau du trottoir il y a des salles avec des salles de concert, des sous-sols qui se font en dessous, voilà ça. Et là en fait il marche et on voit dans la rue il y a des gens qui font de la folk, mais c'est limite caricatural parce que c'est devenu à la mode en fait la folk dans les années 60 et en fait tout le monde est à la mode et lui tu sens qu'il est déjà ailleurs, il va déjà vers quelque chose d'autre et en fait il s'arrête, il prend un jouet et en fait c'est un jouet qui fait une espèce de bruit de sirène de police et ça il va s'en servir dans une musique qui est connue, Highway 61, dans l'album non comment il s'appelle, je sais plus c'est quoi le nom de cet album, mais l'un des albums qui a mieux marché de Dylan et donc du coup il y a cette séquence et après je trouve que tout le reste de la suite du film c'est une succession de moments musicaux, de moments aussi de vie, mais en fait il fait que reproduire ce qu'il a déjà fait et finalement on n'en sort jamais vraiment et à la fin même si le film curieusement pour un film de 2h20 je me suis pas ennuyé, ça a duré 1h50, mais j'ai quand même trouvé que c'était limité en termes de mise en scène malgré le fait que c'est soigné, que la photo elle est pas dégueu, que voilà, c'est pas non plus le montage de Bohemian Rhapsody qui était aberrant, le montage ou les trucs comme ça. Le film est bien foutu, voilà. Après c'est quand même un film ripolliné où on voit Bob Dylan qui fait que fumer mais qui prend jamais de drogue, enfin on se fout un peu de notre gueule vu l'époque. Oui bien sûr. Non mais c'est vrai, et puis le personnage est quand même assez mal aimable et exaspérant. Alors je dis pas que tous les personnages doivent être géniaux comme l'était Dylan, hein. Non, mais c'était un branleur. Bien sûr, mais il y a voilà, c'est quand même le Bob Dylan, en dehors d'avoir été un branleur, bon, le film il le montre comme une espèce d'enfant pourri gâté qui fait que se plaindre. Enfin franchement, il est un peu insupportable, quoi, je veux dire, et à la fois dans son comportement avec la gente féminine. Et bon, pourquoi le film montre ça? Enfin, ça n'a pas forcément d'utilité. Ça, c'est le côté on va pas montrer que le côté positif. Oui, on va dire que c'était quand même un mufle avec les femmes. Mais bon, après, en fait, c'est une manière, je trouve, Morgane, d'apporter de la complexité, mais qui est totalement superficielle. Enfin, je veux dire. C'est un problème des biopics en général. C'est toujours de montrer que dans les coulisses, les hommes se comportent. Ils sont sympas, mais en privé, c'était des méchants. Ouais, et encore méchant. Bon, c'était juste un mufle. Voilà. Oui, non, mais c'était un mufle. Bon, il avait le droit, très bien. Oui, il y a un côté moral, quoi. Voilà, il y a un côté moral dans Un Parfait Inconnu que moi, j'entends, pourquoi pas, mais en fait, à quoi ça sert de mettre cette partie-là, c'est-à-dire de faire en sorte que on montre qu'il n'était pas très sympathique avec les femmes, si c'est pour que après le film écrase sa propre morale en le montrant, comme je le disais il y a quelques minutes, comme un Jésus qui est entre autres admiré par les femmes. Enfin,
tout ça fait un peu hypocrite en vrai. Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un film pour les fans. C'est que c'est un film qui essaie d'être exhaustif sur une période donnée de la vie de Bob Dylan. On met à balle des concerts de Bob Dylan. On en met énormément des couches sur le style, sur la personnalité, mais on n'a jamais vraiment de profondeur. On comprend finalement pas grand-chose. Alors ça, c'est aussi l'intention du film. C'est-à-dire le film s'appelle Un parfait inconnu. Au final, on ne sait pas vraiment qui est-ce qu'il est. Mais est-ce que c'était pas aussi, comment dire, ce qui aurait été le plus intéressant que d'essayer de définir qui il est. Enfin, c'est un peu facile, je trouve, que d'avoir voulu dire... C'est plus le projet du film, du coup. Ouais, mais c'est ça qui m'a dérangé, c'est que le projet du film en soi, de ne pas en faire une personnalité, on va dire, tangible, mais de l'avoir montré, enfin, pardon de le dire, mais c'est comme une comète, pas... en fait. Non, mais c'est pas une comète, c'est un gros bébé. Enfin, je sais pas comment dire autrement, c'est un gros bébé qui a vécu dans une situation privilégiée, qui a créché chez des femmes qui lui payaient tout, qui a toujours été privilégié. Enfin, je veux dire, c'est un peu ingrat. Mais ça, il le montre quand même dans le film. Ça, je veux dire, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est qu'il me le montre comme un gros bébé, mais il le fait passer pour un génie. Et mais donc... ça reste un génie. Je veux dire, même si t'aimes pas Bob Dylan musicalement. Non, mais je l'aime pas. Ce qui est le cas. Non, mais je fais la distinction entre le fait que j'aime pas cette musique-là et ce que j'ai vu dans le film. Musicalement, ça reste un génie, je veux dire. Et, non, mais ça, je veux bien, même si moi, j'aime pas les termes de génie, parce que les termes de génie, c'est toujours appliqué pour des hommes et jamais pour des femmes. Mais et le jour, Morgane, où on verra des femmes qui sont dépeintes dans des films comme des génies, là, je dirais que ce sont des génies. Là, j'en ai assez. C'est toujours le même problème. C'est toujours des hommes qui font les cons, qui se comportent encore une fois comme des gros bébés. Tout le monde est censé trouver génial, extraordinaire, et on met de la tartine de concert façon documentaire sur Woodstock, et on est censé applaudir. Eh ben moi, je dis non. Ok, on attendra un film sur Janis Joplin pour faire. Et moi, j'aime pas non plus Janis Joplin. Et je sais, mais bon, voilà. Je veux dire, si tu veux, il y avait le film sur Amy Winehouse, si tu veux, qui était sorti l'année dernière. Je veux dire. Bah non, mais j'aime pas Amy Winehouse non plus. Enfin, on dirait que faut que ce soit des génies qui te plaisent, quoi. C'est ça que je veux dire. Ben non, mais ça m'est égal. Mais encore une fois, c'est pas. Après, pas je dis ça, la question Amy Winehouse, que j'aime pas non plus, mais voilà. Non, mais je le redis, c'est pas la question que j'ai pas aimé la musique. C'est juste que je trouve que il y a en dehors du fait que j'aime pas la musique et en dehors du fait que Bob Dylan, c'est pas une personnalité qui m'intéresse particulièrement, c'est compliqué quand on n'est pas intéressé, je dis juste ça, Morgane, c'est compliqué quand on n'est pas intéressé par une figure artistique de voir un film où l'intention du film, le projet du film, c'est de nous dire on va juste te mettre des séquences de vie et des concerts, mais tu sauras jamais qui est le personnage. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Après, c'est que il y a vraiment, enfin comme ça, une barrière entre moi côté spectateur et le film. Oui, je comprends. Non, après, moi, j'en veux pas forcément parce que je trouve que ça, c'est pas quelque chose qui est souvent le cas dans les biopics. Souvent, les biopics, ils essayent de comprendre. Il y a un côté un peu genre. Alors, au moins, il fait pas semblant, ça tout en son honneur. Ouais, et c'est souvent raté en fait. Et là, je trouve que, une espèce de. Je sais pas si c'est de l'humilité, mais c'est aussi, en fait, c'est le mythe Dylan, comment l'aborder, etc. Et je trouve ça. Ouais, intéressant, même si, comme je t'ai dit, au niveau de la mise en scène, c'est pas toujours. Ça suit pas. Donc voilà, un film, on a notre première dispute mais c'est pas grave. de l'année, mais c'est pas grave. On se réconciliera ce soir quand tu feras le repas. Et on va continuer encore à se disputer. Non, je rigole, mais non, pas spécialement. Non, mais le film d'après, moi, je l'ai pas du tout aimé et toi, tu l'as un peu plus aimé, quoi. Oui. Donc, c'est The Monkey de Osgood Perkins. Quelques mois après la découverte, pour le grand public du moins, du cinéma d'Osgood Perkins, jusqu'ici cantonné à des sorties en direct to vidéo, donc avec Long Legs, débarque sur nos écrans The Monkey, adaptation d'une nouvelle de Stephen King. Produit par James Wan, le film prend le contre-pied de son prédécesseur en assumant davantage un côté forain, gore et un humour noir et pince sans rire. Le cinéaste réussit-il le passage à un cinéma en apparence plus mainstream ? On en parle après le court résumé de Julie. Oui, ce sera assez bref parce que c'est l'histoire de Bill et Hall, des jumeaux, qui trouvent dans le grenier de leur père un vieux jouet. C'est un singe qui joue du tambour et qui a l'air de déclencher, quand il s'active, des morts assez atroces et assez gore, effectivement, tout autour d'eux. Voilà. Ce qui pas grave pour un film d'horreur d'avoir un
pitch aussi basique, mais qui peut... pas basique, pardon, mais un peu crétin quand même. Hein. Oui, crétin, mais après, c'est souvent le cinéma d'horreur, est-ce que c'est crétin ou pas? C'est pas grave. Non, mais il y a une partie des livres de Stephen King qui le sont, mais c'est pas le débat. Voilà. Mais ça aurait pu donner, parce que on va le dire, ça aurait pu donner un film d'horreur avec des séquences de meurtre élaborées, avec un côté un peu sadique. On voit ce que tu aimes dans le cinéma d'horreur, Morgane. Des trucs vraiment avec une mécanique qui se referme sur les personnages, un truc un peu pervers, noir, vraiment humoristique aussi, mais voilà. Le problème, c'est que le film, c'est pas du tout ça, en fait. C'est une succession de gags mal, excusez-moi l'expression, mal branlés, qui tombent un peu comme un cheveu sur la soupe avec ah tiens, j'ouvre une porte, un fusil, pouf, voilà, elle est morte. Il y a plus du tout d'espèce de jouissance de mettre en scène des morts atroces. J'ai l'impression que le film, du coup, il dure 1h30, mais j'ai l'impression qu'il a duré une éternité, et que finalement, c'était Osgood Perkins qui... Il a un côté un peu je m'en foutiste, et moi, ça me dérange de plus en plus. En fait, il y a un parti pris, Morgane, dans The Monkey. J'ai pas lu la nouvelle, donc je peux pas dire si c'était le parti pris de Stephen King ou pas. Apparemment, non. Voilà, ce que j'ai cru comprendre, c'est que le film fait pas mal de... Il prend quelques libertés. Oui, pas mal de libertés. Ouais. En fait, voilà, donc dans The Monkey, il y a un parti pris. Il y a un ton macabre et rigolo qu'il n'y a pas du tout dans le Stephen King apparemment. C'est ça, c'est-à-dire que en fait, les morts s'enchaînent, c'est vraiment c'est un film de gag, quoi. On a l'impression d'assister à une comédie américaine, mais la partie censée être drôle, c'est les meurtres gore dans leur originalité mais pas trop, et leur côté opportuniste, fortuit, accidentel. C'est plus opportuniste que... Mais pourquoi pas, enfin, c'est un choix. Moi, ce choix, je ne peux que le constater. J'ai pas trouvé ça très drôle, ni très jouissif, ni très réjouissant. Alors, j'ai pas forcément, j'allais dire, Morgane, passé un mauvais moment. Mais je trouve pas que ça apporte grand chose. En fait, en fait, j'ai vu le film et j'ai pas pu m'empêcher de me dire, et ça m'inquiète un peu par rapport au cinéma d'horreur depuis quelques mois, c'est que tu sais très bien ce que je vais dire. Non, mais il y a quelques films d'horreur qu'on a vus. Films aussi. Donc, oui, non, mais tu vois, il y a quelques films d'horreur qu'on a vus au cinéma. Je pense à The Companion, je pense à The Monkey. The Companion, c'était mieux. Mais donc, des films qu'on a vus au cinéma... Mieux, mais... Si, quand même, je trouve. Mais en fait, je me suis dit, je les aurais mis sur ma télé le samedi soir. Enfin, pardon, ça n'aurait rien changé. Et là, ils sortent au cinéma. Et tout le monde... je veux dire, ils font un super nombre d'entrées. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont au cinéma. Tant mieux pour eux. Mais voilà, à chaque fois que j'en sors, je me dis, j'ai un peu perdu mon temps. Je les aurais vus sur mon canapé. En fait, ça n'aurait strictement rien changé. Mais en fait, la question qu'on se pose au Osgood Perkins à la fin du film, c'est... En fait, ce serait peut-être pas plus mal qu'il retourne faire des films de plateforme chez méchant. Non, mais je comprends pourquoi tu sais. Alors, moi, je sais, et je vais pas... Enfin, je peux le justifier, mais c'est un peu compliqué. J'aime bien Osgood Perkins. Voilà. Non, mais voilà. Pour mais zéro raison. Mais... Non, mais pour zéro raison de quoi? Parce que c'est le fils d'Anthony Perkins, voilà. Mais bien sûr que non. Non, mais je sais pas. J'aime bien... En fait, j'aime bien sa manière de faire. C'est bizarre. En fait, j'aime pas forcément ses films. Long Legs, j'ai beaucoup aimé. T'as bien aimé. Oui, non, mais... Voilà, je suis un peu ambivalente. Là, The Monkey, j'ai pas trop aimé non plus, tu vois. Mais je sais pas, il a une manière de faire du cinéma d'horreur qui m'intrigue. Je me dis, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Où est-ce qu'il veut aller? Non, mais je poser la question. Non, mais, voilà, non, mais tu es en train de rigoler, mais c'est vrai, non, mais alors... C'est vrai. Qu'est-ce qu'il veut faire, en fait? Non, mais alors, je vais faire une métaphore très étrange. Si ça se trouve, je suis dans une classe et il y a un gars qui est ténébreux et c'est Osgood Perkins et je me dis ce mec qui est ténébreux, il cache peut-être quelque chose et en fait il cache rien du tout. Bah oui, c'est que de la voilà. Non mais voilà, je me trouve peut-être dans cette situation façon syndrome de Stockholm à mes dépens, mais il n'empêche que Osgood Perkins, je sais pas pourquoi. Mais pourquoi lui? Mais je ne sais pas. Bien, il est pas plus talentueux que Ty West ou je sais pas. Enfin, Non, c'est vrai, mais je sais pas pourquoi il exerce une espèce. J'ai pas honte de le dire, il exerce une espèce
espèce de fascination sur moi Bon. depuis Long Legs, à tel point, Morgane, que je t'ai dit quand tu m'as sorti que son premier film était disponible sur la plateforme il Shadow. rendu disponible, que Voilà. je n'ai pas vu. J'ai vu les autres, mais pas celui-là. Non, mais ça fait 3 jours que je te dis, une fois par jour, j'ai envie de voir ce film. Quand j'ai compris qu'il allait avoir son prochain film Keeper à Osgood Perkins qui va sortir au courant de l'année. Ouais, alors ça fait un peu peur. Hein. Oui, vu, mais d'emblée, je t'ai dit, c'est génial, je t'ai envoyé la news, j'ai envie de voir ce film. Bref, je ne sais pas ce que j'ai avec lui. Mais je le trouve même pas spécialement beau, mais je comprends pas. Bah, il est dans le film en plus et il joue Voilà, un espèce il est dans de... le film. Très belle transition. d'oncle un peu partouzeur, ouais, c'est assez marrant. Mais Oh mon Dieu, c'est vrai. il a une mort assez atroce, alors on la voit pas vraiment, on voit plutôt le résultat, il se fait écraser par 47 chevaux, je crois. Enfin, forcément, ils allaient pas montrer la séquence avec 47 chevaux, mais bon, pourquoi pas, ça aurait été marrant le début où il est en train de camper, surtout qu'on se devine qu'il campe parce qu'il va chasser. Enfin, c'est vraiment l'espèce de branleur américain. Mais d'ailleurs, on va en parler de ça après aussi, des personnages de ce genre-là. Oui. Oui, il se fait écraser, escrabouiller. Et ça, c'est marrant, ça, mais après le reste, j'ai pas trop rigolé. Ah si, et donc du coup, ce qui m'a fait rire, par contre, dans le film, qui est plutôt réussi, c'est comment il filme les personnages. Pendant tout le film, on voit que des gros débiles, en fait. Non, c'est vrai, c'est un film sur... Enfin, je vais le dire très frontalement, hein, c'est un film sur l'Amérique qui a voté Trump. C'est presque un film, c'est presque South Park, en fait. C'est ça. Mais pas aussi drôle que South Park, pas aussi irrévérencieux. C'est pas aussi corrosif. Voilà, c'est pas aussi corrosif. C'est juste débile, mais c'est la veine débile de South Park. Du coup, t'as notamment le personnage de Theo James qui joue Bill et Al, les jumeaux. Et les deux sont... Enfin, le premier est déjà assez médiocre, c'est un mauvais père. Et celui de... le frère jumeau qui du coup déteste son frère parce qu'il dit que c'est à cause de lui que sa mère est décédée. Alors que bon, c'est un accident, il a pas fait exprès, il savait pas que ça allait provoquer la mort de la mère. Qui se distingue par sa coupe mulet. Il se distingue de lui parce qu'il a une coupe mulet atroce. C'est assez, et il est débile, enfin, il est complètement débile ce personnage. Et il y a pareil, il y a le mec qui récupère le singe au bout d'un moment, qui se déguise avec la tenue de son père en policier. Alors lui, c'est un fumeur de marijuana, si on comprend bien, et lui, il est pathétique aussi. D'ailleurs, il meurt de manière assez atroce. Il se fait tuer par des abeilles. C'est absolument affreux. Je crois que c'est des frelons même. Enfin, je crois que c'est la seule mort que j'ai bien aimée dans le film d'ailleurs. Et voilà, mais puis tous les autres personnages, le film est assez marrant là-dessus. Effectivement, voilà, comme tu dis, c'est l'Amérique qui a voté Trump, et tu sens qu'ils se foutent bien de leur tronche Osgood Perkins, mais c'est dommage parce qu'à côté ouais, les scènes de mort elles sont nulles, en plus c'est des CGI dégueux avec du sang en effets spéciaux, enfin je sais pas, t'es un amoureux du cinéma de genre, fais des scènes avec des trucs artisanaux, je sais pas, fais-toi plaisir. Non mais c'est vrai que ça manque d'authenticité comme film The Monkey, c'est franchement anecdotique, et bon, là où je te rejoins Morgane, c'est que passer les 2-3 premiers meurtres, bon, après, ça s'enchaîne, et plus ça s'enchaîne, en fait, plus en tant que spectateur, on se détache du film, parce que le problème du film, c'est qu'il n'a pas vraiment d'enjeu. Enfin, voilà, il a une trajectoire plutôt rectiligne. On comprend que ça va être une histoire un peu macabre. Enfin, moi, je trouve que c'est une histoire macabre, un peu comme on en faisait, là encore, avant, il y a 20 ans. Enfin, c'est très les orphelins Baudelaire. Enfin, c'est un peu ce genre-là, c'est-à-dire il arrive que des malheurs au personnage principal. Ouais. Et d'ailleurs, le fait qu'on le voit... au départ, pendant un certain temps, les deux jumeaux enfants, c'est pas... Une bonne partie du film, ouais. Non, mais c'est ça, c'est pas anodin pour autant. Voilà, c'est vraiment le côté macabre depuis l'enfance et jusqu'à l'âge adulte. Bon, Theo James, pardon, mais... J'aime bien cet acteur, mais on dirait qu'il est tombé du nid dans le film. Enfin, je comprends toujours pas ce qu'il fait dans un film d'horreur. Enfin, je sais pas. Après, la direction d'acteur est un peu bizarre. Et un peu bizarre dans le film. Hein. La direction d'acteur, les personnages, j'ai l'impression qu'ils sont pas dans le même film tous. Ils jouent chacun dans un film différent. Ils sont pas dans le même mood. Et je pense que c'est un choix d'Osgood Perkins, mais ça rend quand même le visionnage. Déjà que le rythme est bizarre. Oui. T'as des trucs qui sont... d'un coup, t'as genre 6 morts à la suite. Après, t'as un break avec des personnages qui ont parlé, le fils et le père, mais des dialogues mais insignifiants au possible. Et après, ça repart. Et enfin, le rythme est bizarre. C'est assez bizarre que ce soit... D'ailleurs, bizarre. Que ce soit produit par James Wan, parce que c'est quand même un cinéaste qui fait ça ressemble pas à son cinéma. Moi, j'en ai pas vu de ces films. Des films plus propres, on va dire. Et pourquoi pas, en vrai, c'est ce côté un peu punk. Mais le problème, c'est que le film, au bout d'un moment, ça devient un peu... t'as envie que ça se termine, quoi. Et non, mais c'est vrai. Alors après, sur le plan esthétique, il y a des images sympathiques, des morts qui se veulent un peu originales, mais ça suffit pas à sauver un film, en fait. Ouais, et puis même la photo, des fois, t'as des trucs qui vont pas, quoi. Enfin, non, c'est par pas... rapport à Long Legs, qui était plus
plus propre, on va dire, plus l'anglais joli, se voulait un peu léché. Enfin, ça se voit aussi que celui-là a été fait avant. Après, voilà. Il n'a pas été fait avant. En fait, il n'a pas été fait avant parce qu'il est sorti après. Il n'y a pas quelque chose comme ça. Non, en fait, quand il a fait le film, il a tourné en février de l'année dernière et le Long Legs était déjà terminé. Autant pour moi. Il était en commençait la promo de Long Legs, mais en fait, il a enchaîné, quoi. Mais voilà. Il y a aussi, tu sais, on parlait... non, mais parce que quitte à racler le fond du bidet sur The Monkey, il y a aussi cette séquence un peu marrante, mais qui pour moi fait écho à l'Amérique redneck et à l'époque dans laquelle on se trouve, avec Elijah Wood qui campe une espèce de type absolument exubérant et excentrique. Ouais, un gourou. Façon Silicon Valley, qui fait pour moi directement écho à tous les dirigeants des GAFAM et à leur volonté... en plus d'ultra, on va dire, libéralisme, de vouloir peupler la Terre en faisant énormément d'enfants, Elon Musk, pour ne pas le mentionner, puisque c'est pratique. Donc voilà, j'en parle parce que c'est une séquence qui, pour moi, se rattache aux autres dans le fait d'essayer, à travers The Monkey, de parler de l'Amérique contemporaine. Maintenant, bon, ça va un peu nulle part et j'ai pas grand-chose de plus à dire sur ce film, en fait. Surtout que ça dure 30 secondes, 1 minute dans le film, quoi. Voilà, après, on n'en parle plus. Oui, c'est vraiment le fan-service pour Elijah Wood. Ouais, bon, il y a quand même un intérêt dans cette séquence parce que voilà, l'enjeu c'est qu'il va se faire remplacer en tant que père auprès du fils parce qu'il est incapable de gérer son fils et que du coup l'autre se propose à l'adopter, mais enfin c'est forcé en fait limite, mais voilà. Mais en fait oui, il passe vraiment à côté du sujet au fond du film, c'est l'échec des pères en fait. Il n'y a que des pères qui sont nuls et les fils qui reproduisent les mêmes erreurs, qui s'habillent. Ils prennent les tenues de leur père par moment, ou parce que c'est le seul leg qu'ils leur ont laissé, parce qu'ils ont fui ou alors ils sont morts. Et voilà, il y a ça, mais en fait, ça devrait être le cœur du film, et en fait, ça s'est vite mis de côté pour faire de la rigolade, mais pas très drôle. Voilà. Bah non, mais on n'a rien de plus à dire. Mais c'est un peu piégeant comme film. Enfin, je dis ça parce que j'ai vu qu'aux États-Unis, il avait fait un démarrage assez costaud. C'est apparemment, non, mais c'est apparemment le second meilleur démarrage de Neon qui le produit, si je dis pas de. Je crois que le premier c'était Long Legs, donc. Non, mais c'est ça. C'est pas Neon qui le produit pour le coup. Non, pardon, qui distribue. C'était le cas de Long Legs, mais là c'est juste le distributeur. Mais voilà. Donc tant mieux pour Neon, tant mieux pour le cinéma d'horreur, tant mieux pour Osgood Perkins, mais après le film en soi. Après on ira voir le prochain. Effectivement, écoute, tu vas bien voir tous les films d'Ong Sang-soo, je veux bien voir tous les films de Osgood Perkins. Et pourquoi pas. Bon, on en a terminé avec ce 45e épisode d'Arrêt Caméra. Je sais pas quand est-ce qu'on reviendra. Si ça se trouve, c'est dans un mois. Si ça se trouve, c'est dans 2. En tout cas, on se met aucune pression. On n'a absolument rien de fixé. Après... Ça faudra s'adapter à ce rythme un peu au bon vouloir de ce qu'on veut faire. Désolé, hein. C'est juste qu'on a envie c'est le bénévolat, c'est comme ça. Voilà, on a envie de faire maintenant de faire des épisodes avec des films dont on a envie de parler surtout. Justement, imaginons, si on fait un épisode prochainement, film dont on a envie de parler... Oui, on peut donner des indices. Oui. Non, mais c'est sûr que si on décide d'en faire un autre, Mickey 17 de Bong Joon-ho, on en parlera, Morgan. Ouais, forcément, c'est un des gros films avant le Festival de Cannes, parce que comme on disait, il y a un désert un peu à ce moment-là, et là, oui, on peut pas ne pas parler de ce film. Dans le même ordre d'idée, Steven Soderbergh qui en ressort un autre de film au mois de mars, peut-être on l'en parlera plus en détail, c'est Insider. Enfin, moi, j'ai envie, voilà. Ouais, on pourra aussi potentiellement parler, parce que Julie a absolument envie de voir ce film. Moi, je déteste, mais genre, c'est vraiment ma némésis du cinéma, c'est Paolo Sorrentino. Et oui, je veux voir Parthénope. Je veux le voir. Je sais pas pourquoi. J'ai vu la bande-annonce. J'ai envie d'être à Naples. J'ai envie qu'il fasse du soleil. Non, mais je crois que c'est parce qu'on a... Non, mais attends, Morgane. Non, mais attends, j'ai lu dans Le Monde sur les décodeurs qu'on avait la pire année d'ensoleillement depuis 1993. Donc là, je vois un film avec du soleil à Naples. Je veux le voir. Et du coup, tu crois que Sorrentino, ça va être solaire? Tu vois, ça va être le soleil de ta vie, là. J'en sais... Non, mais je n'en sais strictement rien. Mais voilà, j'ai envie de voir du soleil. Au moins, ça me permettra de parler de Sorrentino et de dire à quel point je déteste ce cinéaste, mais du profond de mon âme. Non, donc, mais moi non ça plus, me va. en vrai, je l'aime pas beaucoup, mais pourquoi pas, tu vois. Oui. Enfin, on verra bien de toute façon, parce que effectivement, bon, les prochaines semaines, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est un peu... Après, il y a sûrement des trucs qui sont intéressants, c'est juste qu'il faut qu'on regarde, qu'on fouille. Et d'ailleurs, c'est souvent ces moments-là où il y a des films qui
qui ont été reportés, les distributeurs n'ont pas osé les mettre pendant la période compliquée d'automne, qui du coup sortent, et ouais, pourquoi pas, il y a peut-être des films qui vont se révéler, donc on fera certainement un épisode quand on aura de quoi faire. Allez, bah d'ici là, on vous dit sûrement à une prochaine. Enfin, je veux dire, on ferme pas Arrêt Caméra définitivement. Et bonne écoute. Ouais, bonne écoute.